non, apparemment le micro ne fonctionne pas. Est-ce que le micro fonctionne cette fois-ci? Oui, ça a l'air. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau PCF. Parlons catch français où nous ne parlerons presque pas de catch français. Puisque ce soir nous recevons avec nous Nelson Pereira. Salut à toi Nelson. Bonjour, Comment? hello à vous deux. Bonjour aux gens qui sont en train de nous regarder. Je sais pas pourquoi vous avez décidé de nous regarder ce soir, mais je Tout pense de suite que... ça se dévalorise. Non, non, je rigole, non mais... Merci de Encore m'avoir beau. invité, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et donc pour m'accompagner ce soir j'ai aussi ce très cher Vivien. Vivien qui a au-dessus de lui un A qui n'est pas du tout son Twitter. Puisque... Mais ce n'est pas grave, ce sera peut-être corrigé un jour. Ouais. Hâte, Tu crois qu'il y a quelqu'un qui a le hâte. hâte? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui a le hâte Vivien? Je pense que oui, il y a forcément quelqu'un qui l'a eu un jour. Euh, Et donc, bon bah, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Hein. Nelson, si on n'est jamais mieux servi que par soi-même, peux-tu te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Nelson Pereira, c'est mon vrai nom, voilà, je suis pas le genre de... Voilà. J'ai pas Le de faux genre nom de... pour le catch. Non, non, j'allais dire un truc genre, mais je vais pas le dire, sinon je vais directement m'attirer des ennuis directs en la première minute de ton live, donc c'est pas... Je le dirai peut-être après. Mais voilà, je m'appelle Nelson Pereira, c'est mon vrai nom. Euh, voilà, je vis au Portugal, je suis portugais, et là vous vous demandez, mais pourquoi il parle français du coup? Je suis né et j'ai grandi en Suisse. Et voilà, mes parents sont portugais. J'ai déménagé au Portugal, j'avais 15 ans. Donc j'ai passé en gros toute mon enfance en Suisse. Et je suis de la génération RTL 9 comme certains d'entre vous. Je pense on est de moins en moins vu qu'on est vieux maintenant. Euh, En 2014, putain ça fait 10 ans. J'ai commencé le catch. Enfin j'ai commencé à m'entraîner en 2013. J'ai eu mon premier combat en 2014. Et depuis l'année dernière, j'ai ma propre promotion qui s'appelle WrestleFest au Portugal. Et j'ai catché donc plusieurs pays d'Europe. J'ai catché aux États-Unis, j'ai catché au Canada, j'ai catché au Japon. Voilà. Et le reste, Quel bah, on peut homme. en parler. Ouais. Quel homme. stat très intéressant que tu disais tout à l'heure, t'es un des lutteurs francophones qui a le plus bougé sans jamais faire un seul match en France. Ouais. C'est assez marrant. Non, vraiment. Ouais, ouais, non, vraiment. Je suis genre le catcheur francophone qui a jamais catché dans un pays ouais, dans un pays francophone. Enfin, j'ai catché en Suisse, allez, c'est comme je te disais, j'ai catché en Suisse, mais on va dire la Suisse c'est pas que francophone, donc voilà. Mais du coup j'ai jamais catché en France. J'ai catché Jamais. au Québec par contre. Donc voilà, je sais pas si En ça fait, compte. tu fais toute la francophonie sauf nous. Voilà, exactement. Bouquez-moi en Belgique, bouquez-moi voilà, bouquez-moi en Belgique et voilà, ce sera bon. Ouais. Et donc, avant de passer au vif du sujet, je pense que la question la plus importante, on va la poser dès maintenant. Quel est le plus gros animal que tu penses pouvoir battre en 1v1? Le plus gros animal que je pense pouvoir battre en 1v1 en catch ou en MMA genre. Mano à mano. Ok. Alors attends. Putain. Le plus gros animal que je peux battre. Bah, en vrai, genre, un hippopotame, c'est méga grand, tu vois. Mais il est méga long, enfin méga lent. Donc du coup, C'est je le très défonce, moi je rapide au pense. contraire, un hippopotame. Ouais, c'est rapide, je sais pas. Hein. J'y connais, C'est un des animaux qui fait le plus de morts chaque année. Ok, j'y connais absolument Il y a rien. Donc plus ouais. de gens tués par des hippopotames que de gens tués par des loups ou des requins. Ok. Ok, bah j'ai rien dit du coup. Euh... Je sais pas. Ouais, en vrai, je sais pas. Hein. Ah oui, on commence toujours tout de Hein. suite avec les questions difficiles. Hein. Ouais, non, c'est dur. Mais vas-y, on va dire. Bah alors du coup, allez, on va. Je vais. C'est un peu la honte, mais je vais dire un poulet. Genre un poulet, je le défonce. C'est déjà pas mal. Hein. Tu vas comment? Tu vas comment? Tu y vas avec un bon coup de pied ou c'est au moins une prise de soumission? Ouais, bah non, non, déjà, il faut y aller genre il faut faire genre un baseball slide, tu vois. Genre bien le tacler comme ça. Pow! Après, il est sonné et tout, et après, tu le prends et tu lui fais un choke. Tu le prends vraiment par le cou, comme ça. Choke slam, boum. Non, c'est fini. T'as gagné. Bon, maintenant que cette question essentielle a été répondue, Merci. t'as commencé, donc t'as dit, à t'entraîner il y a une dizaine d'années, du côté du Portugal donc. Mhm.
Qu'est-ce qui t'a mené à aller t'entraîner comme ça, à te dire tiens, je monterai bien sur un ring de catch un jour? Bah en vrai, bah un peu enfin, je pense comme tout le monde qui s'est lancé dans le catch, en fait j'ai découvert le catch quand j'étais petit. J'ai découvert le catch en 2003, ce qui est assez marrant du coup parce que du coup j'ai découvert le catch en 2003 et j'ai commencé à m'entraîner en 2013. Donc voilà, ça fait et j'ai lancé ma promotion en 2023. Donc du coup ça fait 10 c'est assez marrant. Euh, mais du coup ouais, j'ai découvert le catch du coup sur RTL 9. Depuis petit, je me suis dit je vais devenir catcheur. Enfin, je voulais devenir catcheur. Je disais pas je vais devenir catcheur, mais bien sûr c'est un peu un rêve, mais c'est un peu comme le rêve des enfants qui veulent tous être pompiers ou astronautes, tu vois. C'est le genre un truc, ce serait cool, mais très peu réellement le pensent possible, on va dire. Et en fait, bah, à la base, c'était surtout parce que je pensais il y avait que la WWE déjà. J'allais même pas dire le catch américain, je pensais qu'il y avait que la WWE. Normal, on a tous Et, commencé comme ça. Bon, tu sais, il y en a qui le pensent encore, hein, et ils sont pas encore. et du coup, j'ai une, j'ai une histoire assez marrante du coup qui relate au catch français du coup. C'est qu'en fait, bah, du coup, j'étais grave un fan du coup de catch. Je regardais sur RTL 9. Et un jour, putain, j'ai une mémoire de merde pour les trucs récents, mais les trucs anciens, je m'en souviens comme c'était hier. Et je me souviens, du coup, j'étais un enfant, hein, j'avais du coup 9 ou 10 ans. Et je me rappelle qu'il y avait genre. Il y avait une émission genre du matin sur une chaîne, je sais pas, TF1 ou M6 ou un truc à la con. Il y avait une émission genre le matin, genre un espèce de talk show du matin. Et je me souviens qu'elle allait avoir une nouvelle émission télé-réalité. Je sais plus laquelle c'est, vous me posez pas la question, mais il y avait une nouvelle émission de télé-réalité qui allait commencer. Et genre, ils avaient invité un des mecs, un des chroniqueurs de l'émission, pour du coup parler de l'émission. Et un autre chroniqueur lui disait genre, ouais, mais il faut que tu nous dises plus de trucs. Puis il disait, ouais, non, je peux pas, c'est secret. Faut regarder ce soir à 21h, tu sais, les trucs normaux qu'ils disent dans ce genre d'émission. Et en fait, pour le menacer, l'autre mec, il a en fait ramené des catcheurs. Tu sais, puis les catcheurs ils sont arrivés puis ils l'ont menacé, genre vas-y parle, tu vois. Et en fait, bah les catcheurs c'était c'était Flash Gordon et Scott Ryder. Et mine de rien, Les bah en fait, légendes! déjà les légendes, ouais. Et mine de rien, c'est ce qui m'a fait en fait comprendre qu'il y avait du catch ailleurs. Parce que du coup, à la fin, les deux catcheurs ils parlaient français. Pour moi, ils étaient habillés en catcheurs, donc pour moi c'était des catcheurs, hein. Ils disaient qu'ils étaient catcheurs. Et à la fin, il leur demande, ouais, du coup, vous voulez promouvoir un truc, puis ils font, ouais, non, on est en tournée dans toute la France et tout. Et donc, du coup, j'ai découvert, ok, il y a des catcheurs qui sont en tournée dans toute la France. Donc, du coup, le petit Nelson de 9-10 ans qui était en Suisse, il a dit, bah, en fait, c'est plus proche que je le pensais d'être catcheur. J'ai qu'à aller en France, j'ai pas besoin d'aller aux États-Unis. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert. Est-ce qu'on peut Flash dire que c'est Gordon encore et une Scott carrière? Ryder, toujours dans les bancos. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore une carrière qu'on doit à Flash Gordon en un sens? Ah non, mais complètement. Genre, mais vraiment. Et après, bah, du coup, quand j'ai eu internet, ça c'était quelques années plus tard. Du coup, j'ai directement commencé à rechercher du catch et du coup, j'ai découvert qu'il y avait autre chose que la WWE et j'ai découvert plein de trucs. Et du coup, bah, j'ai aussi découvert, du coup, à l'époque, qu'il y avait des fédérations, enfin des promotions françaises. Donc d'abord ICWA, après FFCP et tout, et j'ai commencé en fait à comprendre qu'il y avait d'autres promotions et que c'était possible en fait de devenir catcheur, en vrai. Euh, et ensuite, bah, mais à l'époque, du coup, en Suisse, pensais-je qu'il n'y avait rien. J'ai découvert qu'en réalité, il y avait quelque chose qui s'appelle du coup la SPW, qui existe toujours. Mais du coup, je les ai découverts que en 2008, 2009. Et 2009, c'est l'année où je suis venu vivre au Portugal, en fait. Et donc, du coup, bah, dans ma tête, j'étais genre, l'année prochaine, je pars vivre à l'étranger. Ça sert à rien que je commence à m'entraîner maintenant. Et du coup, j'ai fait jouer du Google. J'ai trouvé qu'il y avait une école de catch au Portugal. Et après, du coup, j'ai déménagé au Portugal, j'avais 15 ans. Mais après, je suis tellement un mec timide que j'ai pas osé y aller, en fait. Et donc, j'ai dû attendre 2009, 2013. Ouais, bon, ouais. 5 ans, on va dire, j'ai dû attendre pour que enfin je rencontre un mec lors d'un show de catch au Portugal, lors d'un show WWE. Et on était en fait dans une file d'attente pour. Désolé, je parle beaucoup. Non mais t'inquiète, t'es là Euh, justement pour parler, c'est parfait. ouais.
On était dans une file d'attente, du coup, parce que en fait, j'avais gagné un meet and greet. À l'époque, c'était avec Natalia et Wade Barrett. Et en fait, il y avait un meet and greet, mais c'était le prix de plusieurs concours, en fait. Ouais. Tu vois, plusieurs sponsors avaient un concours et c'était le même prix. Donc du coup, j'avais gagné un des prix et le mec qui était là, et du coup, il, euh, il me, il se retourne et puis il me fait ouais, je suis catcheur, est-ce que tu veux faire du catch? J'étais là, Comme ça d'un coup. mais vraiment. Et on en rigole aujourd'hui. Après voilà, c'est peut-être un nom que les gens connaissent, s'ils connaissent un peu le catch européen. Il catchait sous le nom de Mauro Chavez. Il avait une gimmick un peu de vegan, un peu extrémiste. Euh, Aujourd'hui, il catch sous le nom de Balthazar. Mais du coup, ouais, il se tourne vers moi, il fait ouais, je suis Mauro, est-ce que tu veux être catcheur? Puis j'étais là, ouais. Et du coup, ça c'était en novembre 2012, je crois. Et du coup, en janvier 2013, j'ai fait mon premier entraînement à l'époque, du coup, pour CTW au Portugal. Et voilà, je me suis jamais arrêté. Salut à Aiden et à Marie dans le chat. Et donc, je vais rebondir déjà sur la façon dont tu as découvert que le catch ça existait hors VVE. C'est beaucoup critiqué souvent dès que sur des passages télé on voit des catcheurs faire ce genre de gaudriole, on va dire. C'est quoi ta position Mhm. par rapport à ça, par rapport à la possible exposition médiatique du catch, qui est pas forcément la plus valorisante du catch, on va dire. Bah après, en vrai, genre, je vois les deux côtés déjà. Parce que comme je t'ai dit, genre, si j'aurais jamais vu ça, j'aurais jamais pensé qu'il y avait du catch hors de donc d'un côté c'est positif. Après, en même temps, j'étais un gosse de 9 10 ans. Je comprends qu'un adulte qui voit ça, il se dit mais c'est qui c'est. Parce que là, déjà ils étaient déjà plutôt jeunes, hein, le Scott Ryder et le Flash Gordon. Hein. Donc je me Il dis, avait les quelqu'un cheveux qui. encore? Hein? Non, non, il était déjà chauve. Il Il avait... était déjà chauve. Je me Ah oui. souviens, il était déjà Ça, chauve. ça commence à faire très longtemps qu'il est chaud aussi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais du coup, ouais, genre, je peux comprendre si j'étais un adulte, genre, c'est qui ces gars, tu vois. Après, genre, je pense qu'il y a du coup, il y a des trucs que tu peux faire, tu vois. Après, je comprends que ce soit difficile de devoir un peu. Parce que tu vois, tout le monde dit, ouais, si ce serait moi, je ferais pas ça. Quand t'es dans une production télé et que t'as pas vraiment le choix, t'es un peu emporté des fois dans certains trucs que tu voudrais pas vraiment faire. Après, il y a. Voilà, après, ça dépend en fait de ce que tu fais. Moi, je suis pas à 100% contre. Et des fois, je suis même genre. Tu vois, des fois, il y a des fois, faut aussi pas trop se prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Genre, fait. je dis pas qu'il faut faire. Il faut aller sur n'importe quel plateau et faire le clown, tu vois. Mais c'est bon, hein, je pense que ça sert à rien d'y aller en étant genre super menaçant et de menacer de casser la gueule au présentateur non plus. Parce que, ok, ça va quoi? Ça va crédibiliser quoi que le catch c'est un truc de violent, mais du coup ils vont te prendre pour un gros cinglé en fait, c'est tout, hein, ils vont même pas te prendre au sérieux. Donc, il y a juste. Il faut trouver le juste milieu. Après, quel est le juste milieu, ça dépend des programmes. Mais par exemple, pour donner un exemple, il y a eu Zaiken sur TF1 il y a pas longtemps là, Ouais. et c'était très bien. Genre, Ah, ils très ont, bon reportage, quoi. voilà, ils ont pas fait semblant que le catch c'était quelque chose que ça ne l'est pas, mais ils n'ont pas non plus tourné ça au ridicule, genre euh, euh, ça a l'air vrai, mais ça ne l'est pas. Le saviez-vous? Non, oui, on est en 2023, madame, on sait. Faut pas. Bref. Non, franchement, j'ai bien aimé l'angle du reportage. C'est vraiment le mec est catcheur et comment il fait pour rythmer sa vie de tous les jours et sa vie de catcheur. Et la préparation, enfin, c'était vraiment. C'est ce qu'il y a à faire, quoi, en fait. C'est Ouais, comme non. intermittent du spectacle en soi, puisque bon, en France, c'est le ministère de la Culture, on va dire. Donc, ouais, c'est juste une activité comme une autre. Ouais, non, c'est ça. Ils ont parlé comme si c'était un truc comme une art, quoi. Et c'est comme ça qu'il faudrait en parler, en fait, je pense. Après, je trouve pas ça problématique non plus d'avoir quelquefois des moments un peu plus légers, on va dire, parce que c'est aussi ça qui peut permettre d'exposer un autre public. C'est vrai que ça donne pas forcément la meilleure des images, on va le dire, à un adulte dans la force de l'âge qui regarde ça, mais d'un autre côté, le catch, jamais tu vas rassembler l'entièreté de la population derrière.
Donc Ouais, non. si c'est pour avoir une mauvaise image auprès de quelques quarantenaires, si de l'autre côté ça peut donner des étoiles dans les yeux à des enfants comme toi tu l'étais, je vois pas ça comme spécialement problématique. Ouais, parce que tu vois, clairement, ce que j'ai vu du coup quand j'étais petit, bah c'est très cartoonesque, tu vois. Mais j'étais un enfant, donc pour moi ça a marché, tu vois. Donc on sait jamais qui c'est qui regarde, tu vois. Et moi je me dis, si en faisant ce truc-là, t'as créé un nouveau fan ou t'as créé de l'intérêt chez une personne, bah c'est déjà gagné pour moi, tu vois. Après ça c'est moi qui suis très positif, mais Bah, j'ai tendance à plutôt être pas mal négatif, mais pourtant sur ce point-là je te rejoins. Dans le ok. sens où c'est rarement quelque chose qui te fait perdre des suiveurs. Donc la moindre personne que tu vas gagner grâce à ça, ça reste du positif. Ouais, je suis d'accord, parce que la plupart des gens qui sont déjà fans, en fait, ils vont plutôt se plaindre de l'émission, en fait. Ils vont se dire, ouais, ils ont ridiculisé le catch. C'est rarement le catcheur qui va prendre, et, euh, et du coup, bah, il y en a qui vont trouver ça marrant et qui vont commencer à regarder. Et ceux qui partent déjà dans l'optique que le catch c'est ridicule et c'est beauf et c'est faux, bah, tu peux faire ce que tu veux dans l'émission, ça va pas leur plaire de toute façon, tu vois. Mm. Du coup, revenons un peu sur toi. Donc ta carrière elle commence donc en 2014 si je ne m'abuse du côté de la CTW. Ouais, oui. CTW où tu as été très présent pendant quelques années, jusqu'en 2020 si je ne m'abuse. Ouais, presque exclusif, on va dire, hein, pour de vrai. Bon, si on est vraiment honnête, pas par choix, mais ouais, c'était un peu. Enfin, en tout cas au Portugal, si je catchais que pour eux, ouais, jusqu'en 2020. Ça, par manque d'autres promotions ou... Alors, bon, du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet, ça va être bien. Non, mais en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, alors, quand je suis rentré en fait au CTW, et d'ailleurs on dit le CTW parce Ok, que c'est pour centre, donc c'est le centre, tu vois. Même en portugais, tu vois, c'est o centre, donc voilà, c'est masculin. ça Donc ouais. marche. Donc du Je coup, prends en compte. euh, donc quand je suis rentré en fait au CW, à la base c'était que une école. Tu vois, il y avait vraiment pas de show, on était une école, et il y avait en fait d'autres promotions au Portugal. En fait, au Portugal, encore aujourd'hui, il y avait du coup trois promotions principales. Donc il y avait CTW, il y a WP qui est Wrestling Portugal, Oui. simple, et il y a l'APW qui est Associação Portuguesa de Wrestling, donc l'association portugaise de catch, donc l'APC en vrai. Euh, et du coup, là, c'est les trois promotions qui existent déjà du coup depuis un moment. Depuis les années 2000, on va dire. Enfin, APW et WP, depuis 2006 et 2007 respectivement. Et en fait, CTW à la base, ça a commencé seulement comme une école, et il s'est, Red Eagle, du coup, qui est l'entraîneur, travaillait en fait un peu en partenariat avec APW. Donc on était un peu leur école sur Lisbonne, parce que eux, ils sont au sud du Portugal, et du coup, c'est assez éloigné. Et la plupart des fans de catch, en fait, habitent sur Lisbonne. Donc du coup, si tu voulais t'entraîner, tu voulais pas aller à l'Algarve à 3 heures de route pour aller t'entraîner, tu vois. Ça se tient. Et donc du coup, à la base, CW, c'était vraiment ça. On était l'école, en fait. Mais du coup, pendant mon entraînement, euh, du coup, Red Eagle a décidé, en fait, de faire des shows. Et en fait, ça a commencé, en fait, avec des... euh, moi, je dis séminaires, mais vous dites plus des stages en France, c'est ça? On Ouais, utilise les deux termes. C'est vrai que maintenant Ok, que j'organise, j'ai tendance à plus utiliser le terme séminaire. ouais. Mais Ouais, ouais, pour moi, c'est plus séminaire, ça a plus de sens. c'est ça. En général, le mot séminaire devient plus courant maintenant. Ok. Bah du coup, ouais, il a commencé en fait à organiser des séminaires avec des catcheurs étrangers. Euh, et du coup, ça a commencé en fait comme ça, il organisait en fait des séminaires, et il a tout de suite commencé en fait à inviter des catcheurs européens à venir en fait. Et il leur disait, ouais, vous pouvez dormir chez moi et tout, et vous faites le séminaire. Et donc du coup, j'ai très vite commencé en fait à rencontrer des catcheurs du coup français, notamment Elmer Logenek, qui est un des premiers gars que j'ai rencontré, euh, des catcheurs italiens, des catcheurs espagnols, en fait, qui venaient tous s'entraîner. Et du coup, quand il a vu en fait qu'il commençait à avoir plusieurs élèves, plus un peu un roster d'internationaux européens,
il s'est dit, bah, je vais commencer à promouvoir mes propres shows. Et c'est là que CTW a commencé à exister. Et en fait, le truc, c'est que comme on a tous commencé ensemble, la plupart, en fait, les CTW Originals, on va dire ça, on a tous commencé un peu au même temps, on avait un peu ce truc de c'est notre truc, c'est notre équipe, Ouais. tu vois. Et donc, il nous a jamais vraiment dit genre allez pas catcher chez les autres, mais on avait un peu ce truc de on veut construire notre propre truc, donc on va rester là. Grosse mentalité de meute, quoi. Voilà, très. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement con, hein. Mais à l'époque, voilà, j'étais vraiment à fond dans le truc. TTW, Bon, et ça c'est reste tout. très honorable. Hein? Ça reste très honorable de bah tu te dis on fait notre truc et tout. On va dire que ça partait d'un bon sentiment, et Mhm. c'est vite devenu un peu trop sectaire, tu vois. Enfin, aujourd'hui, je m'en rends compte, tu vois. On est vraiment parti au bout d'un moment, mais je me rends compte, hein. On est vraiment parti dans une mentalité de nous on est bon, les autres c'est des merdes, un peu dans le genre, alors Ah. que c'est pas du tout vrai. Genre, je le reconnais, tu vois. Mais vu que WP et APW, en fait, ils ont surtout une formation au Portugal, en fait, Ouais. tu vois. Et avec Red Eagle, on avait beaucoup de gens qui venaient parce que j'ai fait des séminaires, j'en ai fait avec tout le monde et ses cousins, hein, tu vois. En partant de Flash Morgan Webster, de Pete Dunne, j'en ai fait vraiment avec avec Zack Sabre Jr., tu vois. Des gens vraiment, des gars connus. Donc nous, on se disait, on s'est entraîné avec ces gars, donc on est meilleur qu'eux, tu vois. Alors que pas forcément, tu vois. Mais du coup, ouais, en fait, ça devenait un peu comme ça. Et en fait, et au fur et à mesure, en fait, que CTW grandissait, bah nous aussi on vieillissait, parce que faut pas oublier que du coup j'ai commencé ça, je venais de faire 19 ans, tu vois, donc j'étais un enfant. Euh, du coup, en grandissant, bah, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, non, les autres ils sont pas forcément nuls, tu vois. Et, euh, et en fait, quand il s'est rendu compte que les gens ils commençaient à avoir de l'intérêt à aller catcher ailleurs, c'est là que c'est devenu un peu plus sectaire, genre non mais il faut rester, c'est ici, genre on a fondé ça ensemble, il faut que vous restiez ici, que vous nous aidiez à construire le truc et tout. Et voilà, bon après, du coup, C'était devenu un petit peu on va dire toxique cela, non? Un peu de. voilà, exactement. C'est devenu en fait, à la base, ça partait d'un bon sentiment et avec le temps, c'est devenu de plus en plus toxique. Ouais, Et ouais, tu te fais piéger un peu dans ton propre voilà, truc quoi, je vois. c'est exactement ça. Et du coup, il y a eu un truc ça a pas été un bon truc pour l'humanité, mais dans le cas de ma carrière et dans le cas du catch portugais, je pense que ça a été très très positif. C'est le Covid en fait, parce que du coup, bah, le Covid, il a tout stoppé et beaucoup de catcheurs, dont moi en fait, on s'est rendu compte que parce on a eu le temps de prendre du recul en fait, et on s'est rendu compte que CTW ça devenait de plus en plus toxique. Bah, Et du coup, quand je suis revenu d'après Covid, bah du coup, à faire le retour du Covid, qui a été l'opportunité de se remettre en question en fait. J'ai mais plusieurs c'est mais catcheurs c'est qui m'ont dit que justement, ça a été vraiment une étape pour eux où ils ont pu se poser et se dire peut-être que là, la voie que je suis, c'est pas la bonne, peut-être qu'il faut revoir des trucs. En fait, le fait d'être forcé hors du ring, ça a pu changer pas mal de choses. ouais, bah c'est fort, c'est vraiment ça en fait. En fait, c'est un peu exagéré, mais enfin c'est même pas exagéré, c'est vraiment ça en fait. Entre 2013 et 2020, du coup, ma vie c'était le catch. Ouais. Ma vie c'était CTW, genre je crois, enfin je pensais qu'à ça, je faisais que ça, toutes les semaines j'allais m'entraîner, il y avait vraiment que ça. Et du coup d'un coup il y a plus ça. Donc du coup tu es obligé de te remettre en question. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que voilà, enfin, je me posais des questions, genre c'est un peu bizarre quand même, tu vois, de ce truc, genre on devrait pas être exclusif à ce point-là et tout, mais genre, tu vois, je commençais à réfléchir que ouais, cette mentalité, elle devrait un peu changer. Et du coup, en fait, je pense que ce qui s'est passé, et c'est pas, je pense, c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, bah du coup, il y a eu le Covid et en fait, il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui ont du coup bah déjà, ils voulaient respecter les lois, hein. On n'est pas censé sortir, donc on reste chez nous. Et il y en a d'autres, en fait, ils ont juste dit, bah du coup, je vais utiliser ça pour faire du coup une pause.
tu vois. Ouais. Et à l'époque, bah, en fait, Red Eagle, quand je dis quelqu'un qui vit pour le catch, lui, il vit pour le catch. Genre, je le connais, genre, du coup, je le connais depuis 10 ans. C'est incapable de parler avec lui d'autre chose que du catch, tu vois. C'est le genre de personne qui est vraiment, c'est sa vie. Et, euh, et du coup, en fait, je sais que lui, il a très mal pris que certains de ses élèves, en fait, ils aillent pas, entre guillemets, s'entraîner en cachette avec lui, tu vois. En essayant de faire, tu vois. Et donc, du coup, il est un peu devenu un peu. Putain, j'en perds mon français, mais bitter. Il est devenu un peu genre. Aigri. Aigri, voilà, exactement. Il est devenu un peu aigri. Et en fait, quand on est revenu, quand le Covid s'est terminé, on est revenu, on s'est rendu compte que c'était un peu. Il était pas trop content de nous voir, tu sais, limite. Tu sais, j'étais genre. Ouais, vous nous. Tu vois, on aurait dû continuer à s'entraîner pendant le Covid, tu vois. Des trucs un truc un De peu. traître. Voilà, mais c'est un peu ça, mais vraiment, genre un bande de traîtres. Et en fait, à la base, j'ai pas tout de suite tilté ça. En fait, je me suis dit, les entraînements ils se passent mal. Et si ça se trouve, j'aime plus le catch en fait. J'ai pris, ça fait 2 ans que je peux plus rien. Si ça se trouve, j'aime plus le catch. Et en fait, du coup, j'ai quitté le CTW, mais en bon terme en fait. Je lui ai juste dit, j'ai plus envie de catcher. Et en fait, quand je suis sorti, j'ai eu un peu genre la pression qui est sortie genre de mes épaules et en fait j'étais là. En fait, c'est pas le catch que j'aime plus en fait. C'est juste que cet endroit me correspondait plus à qui j'étais en fait. Mm. Et Et, juste après ça, bah j'ai eu l'occasion. En fait, bah il y a un promoteur au Canada qui est mon ami. Euh, et ça c'est en 2021, Ah bah, en bravo, juillet, le qui me fait copinage. hein. Ouais, ouais, Bravo, le c'est ça. copinage, C'est hein, vraiment tout de le suite. copinage. Bah le copinage, il m'a sauvé, il a sauvé ma carrière en vrai. Parce que, en fait, ce promoteur, il m'a dit, écoute, ma femme est décédée. Et ma femme aimait beaucoup te voir catcher sur mes shows. Et du coup, bah, je vais faire un show en son hommage et j'aimerais que tu viennes. Et moi, je lui fais, ok, je suis pas monté sur un ring depuis 2 ans. Et il me fait, j'en ai rien à foutre, j'ai envie que tu viennes. Et du coup, je suis allé au Canada, j'ai catché contre Sexy Eddie, qui est quand même un nom assez connu, il y en a qui vont le connaître. Et le match était cool. Je vais pas dire que c'est genre le meilleur match de l'histoire du catch, mais c'était vachement fun. Et je me suis dit, en fait, j'aime bien le catch en fait. C'était juste l'endroit qui me plaisait plus. Et à partir de là, bah il y a d'autres promotions au Portugal qui ont commencé à m'inviter. Et ben là, c'est quand j'ai commencé un peu à catcher partout. Oui, mais parce que il y a les- Eldon Black qui dit ça sur le chat. Mais il y a si peu de structures au Portugal ou c'est Bah plus ou moins vraiment, connu. c'est les trois. C'est comme je t'en ai parlé. Maintenant 4 avec celle que j'ai lancée, mais ça on y viendra. Mais ouais, voilà. En fait, il y a vraiment que ça. C'est genre des fois, je vois des gens qui parlent du catch français qui disent ouais le catch français c'est petit, machin et tout. Venez pas me dire ça à moi, voilà. Euh, et, et ça me fait, et tu vois, pour que tu vois un peu le truc, l'année dernière, donc du coup 2013, j'étais sur tous les shows portugais, sauf ceux du CTW. Oui, bah, Mais justement, tous les autres shows, c'est ce que j'étais j'allais dessus. dire, oui, absolument. Ouais. Toutes les promotions que tu as citées, en fait, maintenant, elles Ouais. pop dans tes listes de matchs. Et ouais, c'est fou de voir justement quand on met ton cash match, le fait que maintenant tu as la diversité de tout ce qui se passe au Portugal, et avant tu as juste une ligne de CTW, Il et y a des juste le choses, logo vert tout le c'est long, ouais. ça, et des choses, je suppose, qui ont été des opportunités que tu as eu grâce à CTW, genre tu as fait le Japon en 2018 notamment. Ouais. Alors ça, bah ça du coup, ça c'est le, parce que je vais pas que cracher sur CW, hein, parce que si c'était vraiment que du mauvais, j'y serais pas resté si longtemps. Mais ouais, du coup, le fait que Red Eagle joue beaucoup sur ce truc de euh, il veut ramener des gens internationaux, etc. Bah du coup, les séminaires, j'en ai eu à foison. Donc comme j'ai dit, hein, les Zack Saber, les Pete Dunne, les Wild Boar, tout, vraiment les gros noms du circuit européen, il y en a plusieurs. Euh, et même du coup du circuit américain, des catcheurs de la Chikara à l'époque qui étaient assez big, pour ceux qui regardaient, mais genre Jigsaw, je me suis entraîné avec lui. Et, euh, et en fait, bah du coup, à un moment, il est rentré en contact avec le Japon, du coup avec une promotion qui s'appelle Hit Up, que Ah. certaines personnes vont connaître, certaines d'autres pas.
C'est une indie, hein, donc c'est pas une énorme promotion, mais c'est une promotion indie au Japon. Et Pas mal, hein, les peu que j'en ai vu. C'est ça, on est déjà dans de l'indie relativement solide quand même. ouais, voilà. Pour Oui, donner une idée aux gens, ouais, c'est relativement bien installé quand même là-bas. Et du coup, genre, avec ça, et là, désolé, je regardais le chat et je vois Tamorki qui fait Shikara. Ouais, D'ailleurs, Shikara, bah du coup, mon premier, ça c'est juste un petit aparté, mon premier match contre un quelqu'un que moi je considère une star, c'était contre un catcheur qui s'appelle Frightmare qui catchait à la Shikara. Et n'allez pas chercher ce match parce qu'il doit être horrible, mais moi à l'époque j'étais trop content. Bref, du coup, il est rentré en contact avec Hitup, et en fait il y a eu un partenariat entre Hitup et CW, et en fait au début Red y allait tout seul, en fait. Et en gros il y a eu ce show que Hitup allait organiser dans une salle qui s'appelle la Todoroki Arena, qui est genre une salle de basket, et en fait ça allait être un gros show. Et moi à l'époque je savais même pas que ça allait être un gros show, mais en gros il a demandé à Red, ouais il faut que tu ramènes un de tes élèves. Et du coup bah j'ai eu la chance d'y aller moi. Et je me suis retrouvé dans un show où je suis sur un show avec une Great Sasuke, où je suis sur un show avec Hideki Suzuki, où je suis sur un show avec Fuminori Abe, qui maintenant est... À l'époque il était un peu moins big, mais maintenant il est big. D'ailleurs c'est mon adversaire dans ce match. Et je suis sur le ring avec Tajiri, qui est le premier japonais que j'ai rencontré, enfin que j'ai connu en fait. Génération RTL9 encore une fois, c'est le premier japonais que j'ai vu catcher. Et donc ouais du coup on a eu ce match, du coup moi, Red Eagle, Tajiri, et un catcheur qui s'appelle Bailan Aki, qui est indien, que certains connaissent, il a fait un peu d'indie américain aussi, et il a fait AEW l'année dernière. Bah, et Gato Move, hein, surtout. Et Gato Move, Demi Ouais. Sakura. Ouais, il est surtout Gatomu, voilà. Bah du coup, Emi Sakura y était aussi. D'ailleurs, C'est genre, génial. genre backstage, j'ai rencontré en fait Emi Sakura. Elle était avec toutes les filles qui étaient dans son match. Et en fait, il y avait Rio et moi, je savais même pas. Je me suis rendu compte que j'étais sur un show avec Rio de AEW que des années après en fait, où je regardais en fait la page sur Cage Match et j'ai fait ah mais il y avait Rio dans ce match. Parce que j'ai tellement rencontré de monde ce jour-là que je sais pas tout le monde qui j'ai rencontré. C'est ça, dans le match, il y Ce avait match, aussi Sari, il me semble, dans le match féminin de ce show. je suis même pas sûr. Tu vois, si ça se trouve, c'est le cas. Mais même par exemple, genre Great Sasuke, juste pour que tu vois à quel point c'est entre guillemets ridicule. euh, en fait, au Japon, pour ceux qui savent pas, il y a un mec qui a une gimmick qui s'appelle Sasuke the Great. Et en gros, sa gimmick, c'est d'être un fake Great Sasuke. Et moi, j'étais convaincu que c'était le fake Great Sasuke qui était sur le show. Ouf. Et c'est seulement après le show que je me suis rendu compte, ah putain, c'était le vrai. C'était le putain de vrai Great Sasuke qui était sur le show avec moi. Euh, donc, la carte complète sur Cage Match, t'as aussi Yoshiaki Fujiwara. ouais. Et ça d'ailleurs, j'ai une histoire assez marrante de Fujiwara. Donc on est tous backstage. On est tous backstage. Et on parle, hein, comme un vestiaire de catch normal. On parle le mieux possible, hein, parce que la plupart des japonais parlent pas vraiment anglais, mais on essaie. Et tout d'un coup, il y a du coup Fujiwara qui arrive. Et en fait, il s'arrête devant la porte, parce que les grosses stars du show, ils avaient du coup leur vestiaire privatif, tu vois. Moi, je suis dans le vestiaire des jobbers là, et après il y a le genre les Tajiri, les Fujiwara, euh, Fujinami, il y avait et- Fujinami, putain. les Fujinami, etc. Exactement. Eux, ils sont dans leur vestiaire privatif. Mais du coup, Fujiwara s'arrête devant la porte de notre vestiaire et tout le monde se tait. Genre tout le monde, mais immédiatement, genre il y a plus personne qui dit un bruit. Et là, Fujiwara il dit bonjour. Et là, les gens disent bonjour. Et c'est là que ça reprend en fait. Genre le mec, il est tellement important pour le catch et il a tellement une aura importante que juste sa présence, tout le monde était silencieux. Personne, tant que lui il parle pas, toi tu parles pas, tu vois. Et j'ai jamais senti un truc comme ça, genre dans ma vie dans un vestiaire, tu vois. Genre un gars qui, Fujiwara en même temps. c'est même pas de la peur, tu vois, c'est même pas de l'intimidation, c'est juste du respect. Et genre Ouais, j'ai respect. jamais senti ça. Ouais. Putain.
Ouais, j'ai la carte sous les yeux, c'est carabiné quand même, oui. Beau monde Ah, il y a du monde, hein. des Tetsuka Izushi. Bah, il y avait bien Ouais, Sari Tetsuya dans le Izuchi, match hein. féminin, oui. C'est Uzuki des Ouais. Watanabe. Kyoko Inoue, putain. Tetsuya Izushi, que j'ai battu, hein. Je veux juste dire ça, juste pour lancer ainsi. Et du coup, techniquement, j'ai battu Fuminori Abe aussi, vu qu'elle est dans l'équipe adverse. Techniquement. Voilà, je veux juste lancer ça là pour. Le mec, le flex. Voilà, juste pour le flex. Non, mais c'est pas trop mal comme tableau de chasse déjà au bout de 4 ans de carrière. Ouais. Donc ouais, des belles opportunités que tu as eues grâce à CTW quand même. T'as ça. C'est aussi grâce à CTW que tu t'es retrouvé à Interspecies la première fois. Alors ça, non, par contre. Interspecies, c'est vraiment de mon fait, on va dire. Et c'est tout con. Et c'est pour ça que, genre, je dis vraiment à tout le monde qui s'entraîne à être catcheur, déjà, deux choses. Vraiment, ça c'est. Si c'est mon conseil pour jeunes catcheurs français qui regardent ça, j'ai deux conseils. C'est apprenez l'anglais. Déjà, premier conseil, apprenez l'anglais. Deuxième conseil, ayez Twitter. Ou X, ou. Ouais, la foutre. Parce que. Bon, maintenant Instagram aussi, mais. Twitter. Parce que. Vraiment, Interspecies, en fait, le promoteur, Mike, en 2013, donc je venais de commencer à m'entraîner. Ouais. Ou c'était 2014? Non, non, c'était 2014. Je venais d'avoir mon premier match. Et en fait, il avait posté un tweet où il disait ouais, je cherche quelqu'un qui sait faire du montage vidéo parce que mon monteur habituel il est pas là, il est malade ou je sais pas quoi et j'ai besoin que quelqu'un me fasse des musiques vidéo pour YouTube. À l'époque, ça se faisait encore. Et, euh, et moi, j'en avais fait pour CDW. Et du coup, je l'ai juste envoyé. Je fais hey, j'ai fait ça. Et il m'a fait ouais, c'est cool. Tu veux faire pour moi? Je fais ouais. Je lui ai fait deux musiques vidéo. Et il m'a dit en 2014 t'es catcheur là? Je fais ouais, je suis en train de m'entraîner. Il fait enfin ouais, je viens d'avoir mon premier match et tout. Il fait ok. Si un jour on a l'opportunité, bah t'es t'es sur mon show. Et du coup, 4 ans après, c'est ça, en 2018 c'était, hein, que je me C'est trompe pas. 2018 le premier, il me semble. Hum. 2018, du coup, bah en fait j'ai jamais perdu contact avec lui. Et 2018, en fait, j'étais dans une relation avec une Française et elle arrêtait pas de me dire qu'elle voulait beaucoup aller au Québec. Ok. Et en fait, c'est tombé un peu au même moment que du coup Mike m'a envoyé un truc et m'a dit comme ça, j'ai ce show, j'ai ce show du coup vers Montréal, si ça t'intéresse. Et bah moi j'étais là, bon, tu sais quoi? Oui. Et en plus, bah du coup j'y vais avec ma copine de l'époque et tout, et on fait des vacances et j'irai catcher. Et du coup bah j'y suis allé et au début je savais rien. Je savais juste de je vais aller catcher au Canada. Je connais Interspecies, mais je sais pas du tout ce que je vais faire. Et en fait, quelques semaines avant, il m'envoie le graphique en fait. Ouais. Et j'ouvre le graphique et je vois c'est Evil Uno et je suis là, putain. Genre pour le fan de Shikara qui était en moi du coup, et genre il aurait pas pu trouver quelqu'un de mieux, je pense. Tu vois, à cette époque-là, vraiment j'étais genre. Et du coup, voilà, à l'époque, il était pas encore, c'était pas le nom qu'il est aujourd'hui parce que maintenant, bon, il est AEW, les gens le connaissent, Dark Order, tout ça. À l'époque, voilà, c'était quand même un gros nom de l'indie quand même. Pour les gens l'avaient vu à Ring of Honor, les gens l'avaient vu C'est ça à pour les gens PWG. qui suivaient vraiment l'indie américain, Ouais. c'est pas n'importe qui. Et du coup, ouais, je me suis retrouvé dans un match avec lui et c'était incroyable. Le match est sur YouTube et celui-là, vous pouvez aller le voir. Il est pas, celui-là, j'en ai pas honte de celui-là. Il est pas exceptionnel, mais j'en suis très fier et il est très spécial du coup pour moi. Et ouais. Et du coup, grâce à ce match, ça fait en fait un peu la stat que j'aime bien. Encore une fois, juste pour flex, que j'aime bien lancer, c'est que du coup, en 2018, en moins de 30 jours, j'ai catché sur 3 continents.
C'est une belle performance. Parce que j'ai fait Portugal, Canada et Japon, du coup, entre septembre et octobre 2008, 2018. Putain, donc c'est ça, ouais, sur une Par fenêtre contre, très mais- très courte, t'as réussi à aller fouler des pays que des gens ont rêvé toute leur carrière de faire. Et Ouais. toi, sans Et pression, bon. tu les as enchaînés. J'ai eu de la Alors, chance, hein. messieurs- Honnêtement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Messieurs, je vous laisse juste 2 minutes, il faut que j'aille chercher mon chargeur Fais donc, de casse-toi. PC parce que je l'ai oublié. Je vous laisse 2 minutes, ne faites pas de bêtises. T'étais pas préparé, Vivien. Il déçoit, pour changer. Mais, mais ouais, tu dis qu'il y a eu pas mal de chance. Après, il y a un peu de chance qui a été provoquée quand même. Parce que Oui. t'as eu de la chance, entre guillemets, mais pour en arriver là, tu t'es entraîné 5 ans dans un endroit qui t'a amené au Japon, et de l'autre côté, t'as entretenu des relations avec un mec qui t'a emmené au Canada. Donc, Ouais. il y a quand même il y a une part de chance, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ah, clairement, clairement, enfin, je dis, j'ai eu de la chance, il y a aussi beaucoup de travail, mais après, il y a, bah, tu vois, il y a des gens qui travaillent autant que moi, et qui après ont pas la chance que j'ai eue, tu vois. Donc, après, c'est vraiment un mix des deux. Euh, et d'ailleurs, si je peux répondre juste au chat, parce que je vois, t'as Morky qui demande si c'est la bataille de bouffe ou la T'anticipes cananas. ma prochaine question, ouais. Ouais. Ça non, c'est aussi interspecies, mais ça c'est juste après. Ça c'est avril 2019 et c'est dans le New Jersey parce que c'est WrestleMania Week. En fait, Mike, lors du show où j'ai catché contre Evil Uno, ou ouais, bon, ouais, non, c'est moi qui a mal compris la question du coup, mais ouais, mais du coup j'en parle. Euh, du coup, en 2010, en fait, il nous a dit quand j'étais là-bas, il a fait ouais, en avril, on est invité dans le collectif pour WrestleMania, Ouais. et tout le monde qui est là, si vous le voulez, vous êtes booké. Et donc du coup, j'ai fait, mais carrément. Et du coup, j'y suis allé, et grâce à lui, j'ai aussi réussi à trouver un booking pour IWS le jour d'avant. IWS, c'est en gros la promotion où Kevin Owens ou Sami Zayn ont commencé, tu vois. Ouais. Donc encore, genre, pour un gars comme moi qui est fan d'indie, c'était genre, oh, putain, je suis là. Mais du coup, ouais, j'ai eu l'occasion de faire ça aussi, WrestleMania Week, juste après le Japon, en fait, en vrai. Mais c'est ça, on n'en parle pas assez de la dinguerie de ton CV, où tu vois vraiment la ligne du Portugal, et après, t'as genre 2-3 matchs à chaque fois. Les gens, c'est leur objectif de vie. Toi, tu passes y faire un tour et tu passes à autre chose. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais eu une vraie. Otto, Yo. C'est vrai que j'ai jamais eu une vraie grosse en fait tournée. En fait. Et j'ai jamais eu une grosse tournée en fait. Tous les combats que j'ai fait en fait à l'international, c'est genre. J'y suis allé, j'ai fait le match, je suis revenu, j'ai fait le reste de ma vie et j'y suis retourné quelques mois plus tard. Euh, D'ailleurs, je compte retourner au Canada cette année. Ouais. Donc voilà, une petite. J'annonce rien parce qu'il n'y a rien d'officiel encore, mais j'espère pouvoir le faire cette année. Donc On a des chances d'y voir un peu ta tête à nouveau. ouais, Et donc, oui, t'as donc toute cette partie pré-Covid qui reste assez impressionnante. Et puis, bah, t'as le gros événement du post-Covid qui est la création de cette nouvelle promotion. ouais. Euh, donc en fait, ça c'est un truc. C'est un truc en fait en fait, ça aurait jamais dû arriver en vrai. En fait, je vais essayer en fait je vais essayer de récapituler ça le plus rapidement possible parce que c'est une longue histoire. T'inquiète, on a tout notre Mais en temps. fait, ok. Bah en fait, du coup, il y a enfin du coup il y a le Covid. J'ai pas envie de dire le Covid s'arrête parce que c'est jamais vraiment arrêté, mais on commence à redevenir un peu à la normale. Et j'ai un pote à moi qui est catcheur, qui se tourne vers moi puis qui me fait, il y a Mad Dog qui essaie de me booker sur un show. Donc c'est là que je dois faire un peu de background. Qui est Mad Dog? Alors, Le flashback. donc je vous parlais du coup qu'il y avait du coup un show
qui avait du coup une promotion qui s'appelait APW au Portugal. Et en fait, APW, ils sont apparus au Portugal vraiment au moment où c'était genre la grosse mode. D'accord? Ouais. La grosse mode au Portugal, c'est un petit peu avant la France. Donc on va dire en France, la grosse mode, elle a vraiment commencé en 2008-2009. Au Portugal, elle a commencé vraiment autour de 2005. Tu vois, donc quelques années avant. Et du coup, APW commence vraiment à faire des shows en 2006. Même si tu leur poses la question, ils vont te dire ouais, non, non, ça fait 30 ans qu'on fait des shows. 2006. Du En coup, fait, techniquement, leur premier show est en 93. voilà, techniquement. C'est juste qu'ils ont rien fait pendant quasiment 20 ans. Voilà, exactement. Donc, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont commencé à travailler avec un mec qui s'appelle Axel. Axel, il est plus ou moins connu au Portugal. C'est un peu un chanteur de variété. Je sais pas qui je pourrais avoir en comparaison, mais imaginez un chanteur de variété qui fait vivement dimanche, qui est aussi fan de catch et qui d'un coup investit dans une promotion de catch. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et Au du hasard, coup, on dirait Eddie Mitchell. voilà, hasard. exactement. Imagine Eddie Mitchell, d'un coup, il investit dans une promotion de catch. Et, et du coup, comme il est dans la musique et tout, il a des moyens. Donc il y a moyen de trouver des grosses salles et de faire de la grosse production. Et il commence du coup à faire des shows. Il commence du coup à faire des shows avec du coup APW. Et le premier, en fait, le premier vrai show APW, c'est assez marrant parce que en fait, il a ramené TNA au Portugal. Donc quand je parle de TNA, il a ramené genre AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniels. Et le show, c'est un show APW. Donc imagine, genre en fait, c'est comme si le show il s'appelait, je vais prendre une promotion française au hasard, mais genre le show il s'appelle Rix quelque chose, et tous les matchs, c'est des matchs de TNA, sauf un. Voilà. Il a foutu tous les Portugais dans une bataille royale parce qu'à l'époque les Portugais ils savaient pas catcher, hein, parce qu'ils n'avaient pas vraiment la formation, ils n'avaient pas. Donc en gros t'as un show TNA et après t'as les backarders portugais au mid-card, tu vois, c'est un peu ça. Et en fait dans ce groupe là, il y avait un mec qui s'appelait Mad Dog, qui était en fait en réalité le président d'APW, d'accord. Donc en gros moi j'y étais pas, d'accord, mais moi ce qu'on me raconte c'est que du coup toute cette période il faisait des gros shows parce que c'était la mode du catch, donc il faisait des shows devant 1000, 2000, 3000, 4000 personnes des fois, et presque personne n'était payé à part Mad Dog qui probablement se remplissait les poches, tu vois. Mad Dog et Axel en fait c'était les deux, voilà, c'était un peu ça. Et du coup en fait Mad Dog il a toujours eu la réputation en fait d'être un arnaqueur, en gros c'est ça. Donc, gardez Mad Dog d'un côté. Mad Dog arnaqueur. Ensuite, un peu plus tard, en 2012, here comes a new challenger. Il y a un autre gars qui apparaît, qui s'appelle Maximo Luftmann. Maximo Luftmann, c'est un promoteur de cirque en fait, un organisateur d'un cirque. D'accord? Et du coup, son fils est fan de catch. Et donc il décide de commencer à organiser des shows de catch. Et du coup, il commence à organiser des shows de catch. Et il commence à organiser des shows de catch dont, en fait, avec la structure du cirque en fait. Donc la tente du cirque, le chapiteau, qui va de ville en ville et ils font des shows de catch. Des mauvais shows, mais ils font des shows. Et là, apparemment, c'était pas trop l'arnaque. Là, les catcheurs, ils étaient payés et tout, même si c'était pas trop payé et tout, mais voilà. Ça a eu lieu. Sauf que, à l'époque, c'était l'époque où, du coup, personne au Portugal, était pote, en fait. Donc, en gros, il y a personne qui voulait vraiment travailler avec lui, avec Maximo. Et en fait, du coup, Maximo, il était obligé d'aller chercher des catcheurs, en fait, qui acceptaient de travailler avec lui, et pour la plupart c'était des gens qui étaient juste pas prêts à catcher en fait. Il allait chercher en fait des élèves qui avaient genre 4 entraînements, tu vois. Donc les shows étaient pas bons.
Donc, ça a pas vraiment Même dangereux. survécu. Oui, ouais, aussi. Mais bon, ça... Heureusement, tout le monde allait bien. Mais en gros, voilà, ça a duré pendant 3 ans. Donc voilà, même si les shows étaient pas bons, je connais des gens qui ont quand même fait pas mal de... qui ont fait de l'argent en vrai, hein, parce que ils faisaient vraiment des shows tous les week-ends, vraiment genre dans le genre du cirque, donc des fois ils faisaient 2 shows par jour le week-end, tu sais, genre un dans l'après-midi, un dans le soir, tu sais, vraiment comme le cirque, tu vois. Genre il y a le spectacle de l'après-midi et le spectacle du soir, bah là c'est la même chose. Et en fait, bah du coup, en 2015, il a arrêté de faire des shows, et là du coup, on est en 2021 du coup. Donc laisse-moi récapituler. Et- On a donc un chanteur de variété, Mad Dog Ouais. un arnaqueur, et le promoteur Voilà. de cirque jusque-là. Voilà, exactement. Donc le chanteur de variété, là tu peux l'oublier, il est plus très important. Mais On va revoir à lui. du coup, il y a Mad Dog et il y a le promoteur de cirque. Et donc du coup, là on est en 2021. Et du coup, mon pote catcheur, il se tourne vers moi, il fait ouais, il y a Mad Dog qui essaie de me booker sur un show. Et moi je lui dis, bah tu sais quoi, en vrai, accepte. Parce que dans le pire, parce que franchement, je te dis tout de suite, j'y crois pas que ça va, je crois pas que ce show va arriver, tu vois. Ce show n'arrivera pas. Mais dans le pire des cas, bah ça va pas arriver et tu le sais. Donc si ça arrive, tant mieux. Tu vois. C'est ce que je lui dis. Et en fait, du coup, on commence à voir en fait des trucs qui pop sur les réseaux, euh, avec en fait le show qui commence à être annoncé. Et là, je vois que le show, il est annoncé en fait en tant que MLW. Donc attention, MLW c'est pas MLW l'américaine, d'accord? C'est Maximo Luftmann Wrestling. Donc c'est le nom que le promoteur de cirque utilisait. Et du coup je fais ah mais en fait Mad Dog il s'est mis avec Maximo en fait. Genre il a commencé à bosser avec lui, ok d'accord. Et en fait, comme encore tu vois, en 2012 personne voulait travailler avec Maximo, là je pense que les gens ils se sont dit putain ça fait 2 ans qu'on fait rien, let's go on va le faire ce show tu vois. Et du coup je commence à voir tous mes potes qui commencent à être annoncés pour ce show. Et vraiment c'était un gros show hein. Genre genre déjà ils allaient ramener plein de gars, plein d'internationaux. C'était censé être dans une grosse salle. Les cachets qu'ils promettaient aux catcheurs et pour le Portugal ils étaient énormes, tu vois. Ouais. Donc tu commences un peu à douter un peu, mais au même temps, t'as les trucs qui commencent à être annoncés, et au même temps, c'est avec Maximo qui, ok Mad Dog, c'est un arnaqueur et personne lui fait confiance, mais Maximo, même s'il est un peu chelou parce que c'est un gars du cirque et tout, il a genre jamais vraiment arnaqué les gens, tu vois. Donc, il y a un peu cette balance. Donc les gens ils commencent du coup à accepter de faire le show. Et moi en vrai, à l'époque du coup j'étais plus dans le catch. J'ai juste fait le match avec Sexy Eddie entre temps. Et du coup j'étais là. En vrai, j'ai envie d'être sur le show. Mais même pas envie de pour catcher, j'avais juste envie d'être avec mes potes. Tu vois. Ouais. Donc j'ai envoyé un message à Mad Dog et je lui fais ouais, s'il y a de la place, tu sais où me trouver. Bref. Et il me book. Donc du coup on est super content et tout. Et en fait, le show était censé arriver le 11 septembre. Bonne date. Hein. C'était censé être du coup être le 11 septembre du coup 2022. Et en août, je crois du coup le 15 ou 16 août, un truc comme ça, on reçoit en fait un des gars qu'on connaît qui est en train de travailler dans l'organisation. Il nous dit les gars, préparez-vous à ce que le show n'arrive pas. Et en fait, c'est là qu'on nous explique en fait un peu mieux ce qui était. En fait, c'est Mad Dog. En fait, moi je croyais à la base que c'était un show que Maximo organisait et qu'il avait juste en fait il avait juste engagé Mad Dog en fait en tant que booker. Tu vois, c'est ce que je pensais qui allait se passer. En fait, ce que j'ai appris du coup à ce moment-là, c'était qu'en fait Mad Dog avait envie d'organiser un show. Il a contacté Maximo, il a fait hey, Maximo, est-ce que je peux utiliser ta production, ton truc de cirque et tout. Moi, t'inquiète, j'ai l'investisseur, j'ai le fric. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout.
t'inquiète, c'est moi qui va tout faire, y a pas de souci. Et en fait, bah, Mad Dog, il avait que dalle, en fait. Donc, en gros, Maximo, il avait déjà payé pour la salle. En fait, il était censé être remboursé par Mad Dog et tout, donc il avait déjà investi du fric. Mais en fait, Mad Dog, il avait que dalle. Donc, bref, show annulé. Et le show est officiellement annulé le 18 août 2012. Et ça a dû, ça c'est, ça a dingue. Parce que du coup, j'étais avec mes 18 août potes. 2022, tu veux dire. 18 août 2022, ouais. Excuse-moi. Et du coup, j'étais avec mes potes et je me tourne vers eux et je fais, vous savez quoi? Ça, c'est de la grosse merde parce que, en fait, le show, c'était plus qu'un show pour nous. Parce que pour la première fois, il y allait avoir un gros show avec des gars, des Portugais de toutes les promotions. Ouais. Tu vois. Pour une fois. Et on était là, putain, c'est la preuve que les mentalités, elles changent quand même. Tu vois. C'est fini un peu les sectes. Genre, on peut finalement commencer tous à travailler ensemble. Et du coup, bah, ce show, il est annulé. Et donc, ça nous a tous un peu déprimés. Tu vois. Et du coup, moi je me dis à mes potes, je fais, vous savez quoi? On est le 18 août. Mon anniversaire, c'est le 18 mars. C'est d'ici 7 mois. Je vais organiser un show le jour de mon anniversaire. Voilà. Vraiment, c'était genre un pari. Tu sais, genre, je lance ce truc, je vais faire ça. Et donc, let's go. On commence en fait à tenter d'organiser un truc. On est passé par plein de soucis, plein de trucs, Oui. parce que les gens organisent un show de catch, c'est pas facile. Oui, Euh, limite, bah, c'est ce que je dis souvent dès que je parle d'organisation de show de catch. Limite, le catch sur le ring, c'est la partie la plus facile de l'organisation d'un show de catch. Ah non, mais moi je te dis, hein, pour quelqu'un qui organise du coup les shows et qui catch sur ses propres shows, je peux te dire que le match, c'est ma pause. Oui. Tu sais, c'est genre, c'est bon, vous fermez votre gueule, vous avez tous mangé, la lumière elle fonctionne, la musique elle fonctionne, les gens ils sont assis, tout le monde, ok, je vais catcher 10 minutes, je reviens. C'est vraiment ça, tu vois, c'est genre, il y a la pause clope, là il y a la pause match, c'est vraiment comme ça. Mais du coup, ouais, bon, du coup, on a pris du temps, et en fait, on arrive en fait en novembre, donc entre août et novembre, et on arrive en novembre, et j'arrive toujours pas à trouver une salle pour organiser le spectacle. Et du coup, je me dis, ouais, en fait, je me suis lancé dans un plan là, mais je vais pas y arriver. Et en fait, il y a un pote à moi qui habite, en fait, du coup, un des potes à moi qui organise du coup les shows avec moi. Du coup, il me dit, bah, la ville où j'habite, qui s'appelle Almada, en fait, pour ceux qui sont déjà venus au Portugal, Almada entre guillemets, c'est Lisbonne. Il y a juste, en fait, il y a un pont entre Lisbonne et Almada, tu traverses le pont, t'es à Almada. Mais c'est vraiment, c'est la même zone que Lisbonne, tu vois. Et il me dit, ouais, j'habite à Almada, et en fait, je sais que la mairie d'Almada, ils aiment bien en fait les projets pour les jeunes et tout. Ouais. Et je pense que à eux, si on leur propose, ils peuvent nous prêter une salle. J'étais là-bas, tu sais, après tout, let's go, essayons, tu vois. Et du coup, on envoie un mail et en fait, on se rend compte que non seulement ils sont chauds, mais surtout, ils veulent en fait, euh, putain, comment on dit, sponsoriser le show. Ouais, donc Donc, c'est en pas gros, juste ils sont prêts à vous laisser une salle, c'est ils sont prêts à mettre des billets, quoi. Voilà, en gros, ce qu'on a fait, sans le vouloir, c'est le système un peu français de vendre des plateaux. En fait, c'est ce qu'on a fait. On a vendu en fait un plateau pour un show de catch alors qu'on s'y attendait même pas. Hein. Réussir à vendre et un du plateau coup, en plus pour un premier show comme ça, c'est Gucci, ça. Ah ouais, non, mais c'est vraiment. Après, je vais être honnête, on n'a vraiment pas été payé beaucoup, tu vois. Genre, c'est vraiment. Mais, moi, je m'en foutais parce qu'à la base, j'étais prêt à tout payer de ma poche, tu vois. Donc d'un coup, c'était genre, je suis pas obligé de tout payer de ma poche. Non mais fantastique. Alors, ça, peu d'argent, ça reste mieux que pas d'argent. voilà, exactement. Et donc du coup, on a organisé du coup le premier show et du coup il nous fallait un nom et on n'avait aucune idée. Et à la base, c'était pas censé être une promotion. Donc
c'est moi qui a eu l'idée de Almada WrestleFest. Je me suis dit c'est joli. Almada c'est le nom de la ville. WrestleFest parce que ouais, c'est pas très original, mais Fest c'est en anglais, tu vois, WrestleFest comme festival, mais en portugais la fête c'est Fest aussi, et ça s'écrit Festa, donc ça rappelle un peu ça. Je me suis dit c'est ma fête d'anniversaire, c'est un peu la fête du catch parce qu'on va tous être réunis de toutes les promotions, tu vois. Je me suis dit c'est joli. Et donc on a fait le premier show, et on arrive le jour du show, et il y a 350 personnes, bon, qui rentrent gratuit, d'accord, mais bon, quand même, on a quand même eu 350 personnes pour un truc, voilà. Et le show en fait était tellement bien qu'on s'est dit ouais on peut pas s'arrêter. Et du coup bah en gros on s'est dit s'il y a une mairie qui a accepté d'acheter un show, il y en a peut-être d'autres qui vont accepter d'acheter des shows. Et donc on s'est mis au boulot. Et là entre temps bah on a réussi du coup, on a déjà fait 3 shows. Vous pouvez en voir 2 d'entre eux sur YouTube. youtube.com/pt WrestleFest. Le troisième, pour des raisons que je vais pas pouvoir trop rentrer, je vais pas pouvoir le poster en entier, d'accord, seulement quelques matchs. En gros, il y a des catcheurs, pour très résumer, il y a des catcheurs qui ont décidé de quitter la promotion et ils nous ont demandé, en quittant la promotion, qu'on les utilise plus pour promouvoir la promotion. Donc qu'on les enlève des réseaux sociaux et qu'on poste pas de nouveaux matchs avec eux. Donc on accepte. Donc pour cette raison, je vais pas pouvoir poster le show en entier, mais il y aura quelques matchs qui seront postés quand même. Donc restez à l'affût. Mais voilà, du coup, on a déjà fait 3 shows. Et si tout se passe bien, en mars, il y a du coup un nouveau show. Et voilà. En gros, c'est ça. Le mec est en fait le Flash Gordon portugais. Formidable. Ah putain. Mais tu sais, le plus important c'est le costume. Hein. Quand on a le costume, après on se sent fort. Hein. Bientôt Nelson Pereira il est pompier. Putain, mon rêve. Mais le rêve absolu. Le rêve absolu. Quelqu'un qui cire mes bottines là. Non mais là, moi je te jure, moi je veux tout. Et si je peux booker Paston sur un show, mais je book Paston sur un show de demain. Non mais le nombre de personnes Microman, qui... donc on y est, au moins il s'est catché. Ah mais Paston Hein aussi c'est catché hein. Ah oui. C'est pas parce qu'il y a pas Non, beaucoup de vidéos que... Mais frérot, c'est Paston qui est sur... C'est pas Passepartout hein, qui est dans Flash Gordon et les pompiers, c'est Paston, hein. On est d'accord. Non, c'est ça oui. Ouais, c'est Paston, ouais. Passe-partout c'est celui qui chante. J'ai assez vu le doc pour savoir que c'est pas ça. Ouais, c'est Paston. Ah, il est enregistré sur le PC, il ne mourra jamais. Mais, Franchement, bon, je pense que les gens qui regardent ce live, ils ont vu, ils ont presque tous vu le documentaire, mais pour ceux qui l'ont pas vu, non mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Genre entre passe-temps, entre Bernard Vandamme qui fait des exercices avec la serviette et puis enfin c'est incroyable. Genre il faut tout regarder. On va dire les sorties qui ne pourraient plus sortir maintenant. Ouais, il y a des trucs qui ont mal vieilli. On est d'accord. Le début du doc, le début du doc dans la voiture, il a très mal vieilli. Mais bon, si on arrive à regarder ça avec en pensant du coup que ça a mal vieilli, je pense qu'on arrive quand même à trouver de l'humour. C'est du striptease. Ouais. Par contre, du coup, WrestleFest, donc qui a eu la promotion, il y a une école qui avait ouvert, non? Ok. Ouais. Alors, donc du coup ça c'est voilà donc ça c'est le truc que je vais laisser très clair en fait ce qui s'est passé c'est ça en fait c'est très simple en fait après le premier show ouais. Il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont fait écoute on veut acheter un ring d'accord et moi j'étais genre allez je suis chaud et donc du coup on s'est mis à 5 et on a acheté un ring ouais. et en fait les 4 autres personnes voulaient en fait lancer une école de catch. Et en fait moi j'ai toujours été entre guillemets, enfin j'ai pas envie de dire contre, mais j'ai toujours dit si vous lancez une école, moi je veux pas en faire partie. Parce que pour moi entraîner quelqu'un c'est vraiment
une c'est trop de responsabilité. Tu Ouais, vois, tu te sens pas genre légitime. ouais, j'ai pas envie d'être un entraîneur. Donc je veux pas être un. Mais si vous voulez lancer le truc, moi en tant que propriétaire de 20% du ring, je vous genre je vais pas faire chier entre guillemets. Et en fait, quand ils étaient en train de chercher en fait le nom de l'école, euh, ils nous ont demandé si on pouvait utiliser le nom WrestleFest. Et j'ai dit, alors je veux bien que vous l'utilisiez euh, parce que le nom est déjà connu, tu vois, pour des raisons de marketing, Ouais. mais on va laisser clair que c'est deux entités séparées. Et du coup, bah, pendant un moment, ça a opéré en fait. La seule chose qui avait, enfin, que WrestleFest et WrestleFest Dojo avaient en commun, c'était le ring, du coup. Ok. Parce que du coup, le troisième show, on a utilisé le ring aussi pour nos shows. Mais du coup, euh, bah du coup récemment, quand je vous disais qu'il y a des gens qui ont décidé de sortir de WrestleFest, c'est des gens aussi qui sont du côté de l'école, d'accord? Je vois. Et donc c'est pour ça que l'école a changé de nom. Maintenant, voilà, ils ont choisi de s'appeler Dream Pro Wrestling. Je sais pas s'ils vont faire des shows, je suppose que oui. Euh, donc du coup ça s'est de nouveau séparé. Mais en fait, on n'a jamais vraiment, on n'a jamais été la même structure. Ça a toujours été en gros deux structures séparées qui avaient le même nom pour des raisons marketing, on va dire. Ça marche. Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, d'un regard extérieur, cette séparation n'était pas forcément très claire. Ouais. Mais du coup, c'est ça en fait. En fait, c'est un peu, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, mais à une époque, Progress avait une école qui s'appelait le Projo. Ouais. Et en fait, c'est exactement pareil en fait. Progress, en fait, encensait l'école comme étant leur école officielle, mais en réalité, enfin, Progress, la promotion, n'était pas en charge de l'école. Et du coup, quand ils se sont séparés, c'est pour ça que l'école a continué toute seule en tant que Knuckle Locks. Et bah là, c'est exactement le même concept, on va dire. Ok. Et du coup, quels sont tes objectifs particuliers, toi, maintenant, que tu as donc cette promotion à tenir, que tu as relancé ta carrière? Tu as des objectifs spécialement en vue ou tu te laisses plus porter Viens en France, viens en France, viens en France. Ouais, bah déjà, c'est le premier truc. Je veux Cathy en France, putain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Genre, soyez cool. Non, mais en vrai, j'aimerais beaucoup vraiment Cathy en France. Euh, En vrai, je suis prêt à écouter tout le monde. Euh, Il y a, il y a des, enfin, il y a des promotions que je connais plus que d'autres. Tu vois, genre, j'aime beaucoup ce que fait Rix. J'aime beaucoup ce que fait APC. Euh, je sais pas si Banger Zone, on peut considérer c'est français ou belge, mais voilà, on va dire Banger Zone. J'aime beaucoup Banger Zone. Francophone. Hein. Voilà. Euh, mais après, voilà, je suis pas, peu importe vraiment. J'aimerais vraiment catcher en France. Bah déjà juste parce que c'est cool. Ce serait un. Bah déjà ouais, je suis le seul catcheur francophone qui a jamais catché en France là, en fait. Euh, C'est en pour ça fait, qu'en fait, enfin, tu ne pourras jamais catcher en France. Ça sera pour ouais, c'est garder ça. la blague. Et après, c'est le seul catcheur francophone européen, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui avaient catché en France, mais vous avez compris. Mm. Euh, donc ouais, j'aimerais vraiment catcher en France, parce qu'il y a aussi des gens que je connais du coup online depuis des années. Genre bah il y a Zaiken, par exemple, je vois Zaiken, il est sur le chat. Je suis Genre vraiment désolé Zaiken, pour toi, du coup. hein? Je suis vraiment désolé pour toi, du coup, si tu le connais depuis des années. Zaiken, Zaiken, je le connais. Aucun de nous était catcheur encore. On s'est connus sur les forums, genre en 2008 ou en 2007, genre aucun de nous était catcheur. Je vais Euh, pas dire l'âge que j'ai à ce moment-là parce que je vais donner un coup de vieux. mais ouais, donc du coup, 26 ans. donc ouais, tu vois Zaiken, Ravage avec qui je parle assez sur Twitter et tout, puis on n'arrête pas de se dire qu'on veut se catcher parce que on aime les deux un peu le comedy wrestling et tout, ça serait marrant. Euh, Après, moi j'aime aussi beaucoup l'hardcore, j'aime beaucoup faire des matchs hardcore. Euh, donc un mec comme Jack son nom, genre j'en rêverais, tu vois.
des trucs comme ça. En vrai, un petit hors de contrôle 2024 là. Ah mais hors de contrôle, c'est le truc dans la décharge là. C'est ça. Quand j'ai vu ça, je te jure, quand j'ai vu ça, franchement, j'étais jaloux, mais vraiment de la vraie jalousie, genre. J'étais là, putain. Attends, bah, Le rêve, le rêve absolu. ça me fume parce que du coup c'est devenu un peu une carte de visite, genre quand on parle de la Rix à l'international, il y a tout le monde qui dit ouais, match avec Will Ospreay, machin. Et puis juste après tu montres hors de contrôle, il y a tout le monde qui dit what the fuck. Mais c'est une dinguerie. Non, parce que moi, en fait, c'est du coup ce qui m'a beaucoup plu sur Rix direct dès le début, parce qu'en fait, du coup, je parlais déjà avec Cody, du coup d'avant en fait, ce truc. Et du coup, il m'a fait, ouais, j'ai vu qu'il était, du coup lié un peu à la Rix en tant que commentateur et tout, donc j'ai commencé à regarder très tôt. Et je me rappelle que le concept en fait du combat des durs à cuire, je trouvais ça trop stylé, en fait, à chaque fois. Parce que du coup, c'était la division hardcore sans que ce soit vraiment la division hardcore, tu vois, il y avait genre voilà. Mais du coup, je trouvais ça trop stylé. Et du coup, le fait que ça ait évolué jusqu'à avoir un show de ce genre, mais pour moi, c'est trop stylé. Donc ouais, ouais, j'en suis très honnête, je suis un gros marque de Jack son nom Tant mieux. et de ce qu'il fait. Enfin voilà. Et du coup, ouais, moi, j'adorerais faire un truc dans le genre, tu vois. Tu veux pas faire un petit combat de ce style contre Zyken juste pour qu'il te sèche pour rigoler? Non, mais ça, ce serait drôle. On fait une série genre de 3 combats. On fait genre un combat normal. On fait un combat en hardcore et on fait un combat en shoot style. Et on fait un best of 3. Ouais, je sais. Les trois Ça, étapes de l'enfer, là. Voilà, exactement. Je pense que ce serait un bon concept là. Non, mais les concepts comme ça, c'est. Faut pas que je parle. Les shows concepts de base, c'est un truc qui me donne trop envie. Genre, bah là, Ouais. hors de contrôle, forcément, c'est un gros délire à faire. Et je pense pas spoiler qui que ce soit en disant que au sein de la Rix, on s'est dit ce serait pas mal d'en refaire d'autres. Mhm. Mais même les projets Sur l'eau. les projets de show concept, il y a peut-être des trucs dans les tuyaux. Non, parce que On ouais, verra le moment c'est. venu. Moi, je me rappelle quand j'avais tweeté une fois un peu pour plaisanter, mais parce que je me souviens du coup j'avais vu David Francisco arriver du coup catcher beaucoup pour la Rix et du coup bah on se connaît hein, portugais tout ça. Euh, et du coup je crois qu'il y avait eu un tournoi pour le titre ou un truc Oui. comme ça. Je sais plus exactement ce que c'était. Et je me rappelle que j'avais présenté genre sur Twitter et j'avais mis en vrai si vous faites des combats des durs à cuire, il faut faire le tournoi des durs à cuire. Genre faites le Tournament of Death français là, faites un tournoi des durs à cuire et bookez-moi. J'étais un peu dans le truc là. Après, genre si un promoteur il regarde ça, quand je fais des tweets dans le genre, j'ai pas envie de jouer mon relou, hein, d'accord. Je sais très bien que c'est pas comme ça qu'on est booké sur des shows, hein. C'est surtout pour la rigolade. Un malentendu. Mais juste sachez que voilà, si je fais des tweets dans le genre, c'est parce que j'aime votre produit et je pense que ce que vous faites c'est trop cool. Donc voilà. Mais après, je sais très bien que pour être booké, je sais être professionnel aussi, hein. Je suis pas que un troll de Twitter. Professionnel. C'est ça, refait nous professionnel. Voilà. Euh, mais ouais, mais du coup ouais, que mes objectifs, ouais, catcher en France, ça c'est vraiment un gros objectif. Après j'ai mis une liste sur mon Twitter de trucs que j'aimerais faire. Ouais. Il y a to-do list surtout, comme ça, là. c'est surtout une liste de noms en fait. Et je m'attends pas à la faire en entier, tu vois. Mais juste que ce soit marqué, genre les trucs que j'aimerais vraiment faire. Euh, Vraiment un truc que voilà, il y a certains noms que, voilà, que j'aimerais vraiment affronter, etc. Et si ça se fait, tant mieux. Euh, ouais, en gros, cette année, j'aimerais bien, en plus du coup de WrestleFest, de faire un peu plus de combats à l'étranger. Peut-être retourner au Canada, peut-être. Et ouais, du coup, aller en France, aller en Espagne, peut-être. Des choses comme ça. On peut aussi faire venir les copains français à Portugal, si c'est possible. Ouais, ah ouais, après, il y a, tu vois, il y a toujours cette possibilité. Après,
pour l'instant, j'en suis dans une phase de WrestleFest où mon but c'est vraiment de promouvoir les Portugais. Tu vois, c'est pas dans le sens où parce qu'en fait, en fait le truc c'est que par exemple en fait j'ai toujours eu l'impression que WP, que du coup je catch pour eux, je les adore, ils sont très bien. Ils ont toujours eu l'envie en fait de faire un truc plus local, plus petit. D'accord? Donc que avec des Portugais, mais un truc plus local, plus petit. APW, pareil. CTW, ils voulaient toujours faire un truc pour s'exporter à l'international, mais ils finissaient par faire des shows où genre limite les Portugais étaient dans un second plan. Ouais. En fait, c'était surtout les guests qui étaient mis en Ouais, avant du sur les meet shows. c'est un peu du meet and greet amélioré. Voilà. Et du coup, en fait, mon but un peu avec WrestleFest, c'est vraiment de focus les shows sur les Portugais et d'essayer un peu de mettre sur YouTube pour que l'international nous voit, mais pour que les internationaux voient, regardez ces catcheurs portugais, en fait ils sont pas mal, ils sont bons, Mm. tu vois. Ouais, Et vraiment donc, jouer la et pour- passerelle entre les deux. Parce que voilà. ce que peut faire par exemple la Rix, tu vois, en exemple. Ouais, Je bah trouve que par c'est un exemple bon Rick c'est exemple. très bien. Ouais, Rick c'est vraiment comme ça, tu vois. Ouais, Rick, Ils ont des guests de ça a temps un en peu- temps, ça mais a c'est un peu surtout changé focus sur les là-dessus, Français. où ça a un peu plus poussé vers l'international, mais le projet de base, oui, était vraiment full comme ça. Et justement, c'est après un an, 2 ans à tourner comme ça, que ça a commencé à plus s'ouvrir et à tourner un peu plus vers l'international. Bah, Voilà, je trouve que- exactement, parce que moi aussi, tu vois, d'ici des années, j'aimerais bien avoir un gros nom, tu vois, genre un Zack Sabre ou un Will Ospreay ou un truc, tu vois. Mais j'aimerais, en fait, enfin qu'on y aille doucement, tu vois. Ouais. Builder déjà Oui. ce qu'on a et allons avec l'évolution. Mais le truc, j'y repense avec la Rix, pardon, qui est pas mal, c'est que bah, pour les mecs qui viennent, bah, je pense que c'est pas au Connor Mills, David Francisco, même tous les petits jeunes qui viennent, bah ouais, ils prennent pas le spotlight, ils sont invités, mais même au fur et à mesure, je trouve quand même ils sont intégrés au roster, et je trouve que c'est le truc bien malin à faire, c'est t'as des étrangers sur ton show, mais ils valent pas plus que tes propres gars, et ça c'est vraiment, je pense, C'est ça, bien bah, à faire. ça a été l'ambition, c'est vraiment faire venir des gens pour raconter des choses et pas juste faire du name dropping. Ouais. Bah c'est ça, Oui. ouais. À part quand t'as Ah. un Osprey, tu peux pas t'en empêcher forcément. Oui, Mais, Bah oui, mais ça certes, après mais, forcément, parce que. Mais par exemple, ce qu'ils ont fait avec David Francisco, je trouvais ça très bien, tu vois. David, David il Francisco, manque de fou. Hein. c'était un totalement membre du compliqué, roster, tu vois, comme n'importe qui d'autre, tu vois. Même s'il n'était pas basé en France, c'était, de ce que je voyais des shows, c'était un membre du roster, tu vois. et Donc je c'est trouvais ça plutôt très rare, cool. dans le circuit français, quoi. Mais oui, ça me dévaste qu'on ne l'ait pas revu depuis longtemps d'ailleurs. Ouais. Mais, Qui lui aussi a sa promotion, donc s'il me regarde, David, Aiden qui nous dit un tournoi de la mort, le public est pas forcément prêt pour ça, hélas, partout. Faut pas se poser la question de est-ce que le public est prêt pour ça partout. La question c'est est-ce que tu peux avoir un public assez consistant pour pouvoir le faire cette fois-ci. ouais. Parce que si tu commences à te dire est-ce que tout le monde va apprécier, jamais tu vas pouvoir faire quoi que ce soit. La question c'est qui tu vises, est-ce que les gens que tu vises sont assez nombreux pour le produit que tu veux faire. Félix, tournoi de la mort à Rix, t'y vas. Ah, évidemment, on te met dedans. En on vrai, t'excuse, un tournoi évidemment. de la On va avoir mort, des vacances. un tournoi de la mort, si c'est sur une soirée, je pense que c'est faisable. Parce que vraiment, c'est une soirée où tu peux vraiment mettre les potards à fond. Après, ça peut. Si vraiment on dilue ça sur plusieurs soirées, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand même, les matchs des durs à cuire qui sont construits restent construits pour un public familial, entre guillemets. Ouais, Genre non, moi je pense aussi que ce serait mieux sur une seule soirée, hein. Vraiment un Bah truc oui, oui. cool. Mais on a pu voir sur un truc comme Hors de Contrôle, où on a eu des très bonnes réactions, des très bons retours. Il y a un public pour ça et qui commence vraiment à se constituer. Donc, une soirée de type Tournoi of Death, est-ce que c'est envisageable? Je dis pas que c'est quelque chose qui va se faire maintenant, mais je pense que dans les années à venir, c'est pas quelque chose qui est complètement à exclure. Surtout avec l'autre taré là, de Jack qui veut toujours. Attends, non mais.
et son lance-flamme. C'était incroyable ça. Non mais en vrai non mais je vous dis ça, je le dis enfin, je l'assume complètement, je suis un gros fan. Genre je vois son boulot et je me dis putain c'est trop fun. Mais Même les trucs qu'il fait du coup chez Banger Zone et tout, genre. Ouais. Mais en fait, ça me fume parce que Banger Zone, quand ils ont commencé à le faire venir pour des matchs hardcore, c'est direct, ils ont balancé le budget en termes d'objets, etc. Tandis que Larix, on est proche de chez lui, donc c'est souvent lui qui ramène ses props, c'est-à-dire que c'est énormément bricolé. Et c'est comme ça, le Ouais. lance-flamme, à un moment, j'allais dans la salle d'entraînement, et je le vois en train de bricoler dans un coin. Du coup, je le salue et il me fait hé, regarde ce que j'ai fabriqué. Il est en train de tirer au lance-flamme. Notre salle d'entraînement, les murs sont tous en bois. Il était en train de tirer dans tous les sens en mode il était trop content. Genre, il avait fait ça tout seul comme un grand. C'était son moment. Le mec était content de son joujou. Mais c'est ça, et c'est tout le temps comme ça. C'est pas fou d'apprendre Ça l'existence du m'étonne pas. lance-flamme en plein match. Ah, parce que Jimmy, t'étais pas au courant, toi? Donc, Jimmy Elbuvor sur le chat, c'est un technicien de l'Arix, c'est lui qui s'occupe de toute la partie son. Et donc, Ah, ok. apparemment, il Ouais. a découvert pour le lance-flamme en plein match. Surprise. Genre. Ah, putain. Ouais, À toi de donc, fabriquer ton arme, hein, du coup, maintenant, Nelson. Ouais. Mais je sais pas si je suis pas assez doué. Moi, d'habitude, je prends mon kendo stick et je me ramène. Moi. Je suis pas assez bricoleur pour faire des lance-flammes. Mais vas-y, ramène ton lance-flamme. Moi. Ramenez tout, ouais. Ramenez des explosifs. Moi, je l'ai fait les matchs genre. Ramener un truc unitaire, merde. c'est comme ça. Ah non, mais- Hors de contrôle, il Ça y va avait plus. quoi? Hors de contrôle, il y avait En des vrai, néons, il y avait une boule de bowling. Il y avait- En vrai, un match à la Onita avec des trucs qui explosent. Moi, je te jure, je suis trop, j'y vais direct. Hein. En fait, pour tout avouer, si ça n'a jamais été fait à la Rix, c'est parce que ça coûte beaucoup de pognon. Ouais, bah, j'imagine. Ouais, Ce qui fait que griller ça pour genre 200 personnes, c'est marrant, ouais, c'est clair. mais, mais c'est pas rentable. Ouais, non, je veux bien y croire, ouais. Mais si Jack on l'appelle et on lui dit mec, on a de quoi faire péter le ring, il y va avec le sourire. Donc, ouais. Donc, tu vois, moi, quand j'entends ce genre de truc, je me dis, genre, c'est le genre d'endroit pour lequel je suis fait, tu vois. Parce que vraiment de la même, genre, c'est bizarre parce que quand j'ai commencé le catch, en fait, à la base, j'étais genre à fond dans le comédie. C'était là, je veux faire de la comédie. Mon catcheur préféré, c'est Colt Cabana, voilà, si vous voulez savoir. Donc c'est vraiment celui qui m'a inspiré dans ce que je voulais faire. Et en fait, avec le temps, j'ai commencé à aimer de plus en plus le hardcore, le deathmatch, tout ça. Ouais. Et là, en fait, en vrai, j'aime tout. Mais vraiment, mettez-moi dans du hardcore, mettez-moi dans du deathmatch, genre tous les jours, genre je le fais direct. Genre je refuserai jamais. Mais ouais, c'est vrai que la Fais-toi mentalité. fais-toi un néon sur la gueule pour voir. Hein? Fais-toi un néon sur la gueule pour voir. Hein. J'en ai pas là, malheureusement, sinon j'y retourne. Hein, en même temps, il y a plein de mecs géniaux en comédie qui le sont aussi en hardcore. Oui, bah forcément, les mecs qui savent pas catcher, ils essayent d'autres choses du coup. Pas gentil ça. Non, en vrai, c'est surtout que j'ai l'impression que les gens qui font du comédie sont aussi des gens qui ont tendance à plus tenter les choses. C'est plus rare de voir un catcheur très catcheur classique sortir de sa zone de confort, même si c'est moins vrai maintenant avec la génération actuelle. Bon, Mais, je pense que c'est ça en vrai. Hein. C'est genre que si t'es à fond dans le comédie, du coup, souvent t'es un peu un créatif en fait. c'est Et donc ça. du coup, t'es dans le genre à avoir plein d'idées. Et donc du coup, ouais, si t'es dans le genre, viens, on fait un match où on imite que, je vais dire un truc au hasard, mais genre où il y a une grenade invisible. Bah, si t'es prêt à faire un truc comme ça, d'un coup, t'es prêt à, viens, on saute sur une voiture, viens, tu vois, genre, tu vois, c'est souvent, la créativité en fait, du coup, elle évolue en fait. C'est tout ça. Non, je pense que pour être un catcheur qui fait dans la comédie,
pense qu'il faut quand même être un bon catcheur. Enfin, dans la plupart des cas, je trouve que Ouais. les catcheurs Non, qui ça- font vraiment de la comédie, bah, tu vois, je pense direct à Toru Yano à New Japan. Quand il sort les doigts du cul, il peut se faire quelque chose de bien, quoi. C'est Ça un pour putain moi, de ça tueur. pour moi c'est ultra important. Genre, Mm. ça c'est un truc que je déteste. C'est les gens qui font ouais, moi je fais de la comédie et tout, et après tu regardes, ils savent même pas faire un lock-up ou un headlock normal, tu vois. Genre non, genre, je me rappellerai, j'ai un documentaire que je conseille à tout le monde que j'ai regardé, qui s'appelle les Wrestling Road Diaries 3. Colt Cabana a une série de documentaires qui s'appelle les Wrestling Road Diaries. Et le troisième, en fait, il est vraiment basé sur les comedy wrestlers. Ouais. Donc, c'est lui, euh, je sais plus qui est le. Ah, c'est lui, Grado et un catcheur japonais qui s'appelle Kikutaro. Mmh. Et, Écoute, ouais. Que des légendes. Et il y a du coup, une interview, en fait, d'une partie où Kikutaro dit pour être un bon comedy wrestler, d'abord, il faut être un bon wrestler. Genre, d'abord, apprends à catcher. Une fois que tu sais catcher, commence à faire d'autres conneries. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Genre, oui, j'adore le comédie, oui, j'adore le hardcore, mais si tu me dis, vas-y, maintenant vous avez 5 minutes et vous devez faire un match et ça doit être un match normal, j'arrive à te faire un match normal, tu vois. Et ça, j'en suis fier. Je pense que tous les catcheurs qui se disent, du coup, spécialisés dans le hardcore ou spécialisés dans la comédie, ça doit être pareil, genre. Apprends les bases c'est ultra important. Apprends à être un catcheur. Apprends à faire la salade. Une fois que tu sais faire la salade, tu peux commencer à rajouter du poulet, des trucs comme ça. Non, puis même un exemple un peu plus local, Ravage. Ravage. Voilà, mais ouais, non, mais Ravage est complètement. Ravage, tu peux. J'adore ce qu'il fait. Enfin, tu peux bien rigoler avec lui, mais quand ça devient serious business, il est tout aussi bon. Je l'ai vu encore dernièrement à la CACC. Bah ouais, tu te marres et à un moment donné, il va commencer à péter un boulon. C'est drôle, mais il va commencer vraiment à me mettre des tics et faire des prises sympas. Je me dis putain, il est vraiment bon quoi. Donc non, Cœur sur lui, Ravage. Il est sur ma liste. Bah, Donc, d'ailleurs, niveau catch un peu plus sérieux, il y a son match contre Joseph Hennick Jr. à la PC qui est disponible sur YouTube, qui est très très bon justement. On le voit sortir à un côté plus sérieux que d'habitude. il y a un En combat moment du contre match. Thiago Montero aussi qui est vachement sympa. Où c'est 10 minutes où il se casse la gueule. Et c'est ultra kiffé le combat. Et ça m'a fait plaisir de voir bah, aussi mon Thiago y aller aussi à fond comme ça quoi. Donc, non, ouais, Ravage, lui, c'est un mec que si tu vas les yeux fermés, si tu le mets sur un coup. Hein. Et du coup, tu as parlé de ton amour de Colt Cabana. Qui sont tes références Quel en homme. termes de catch, à part Colt? Alors, vraiment, les mecs qui m'ont donné envie de faire du catch, c'est Colt Cabana et Chuck Taylor. Point. Voilà, genre Alors, Colt Cabana, Colt Cabana, Chuck Taylor et Shane Hawk. Ça doit être très important parce que, en fait, une des premières, en fait, je me rappellerai et ça, c'est une vraie histoire et je sais pas si Zaiken est toujours là, mais c'est en vrai. Genre, Zaiken, en fait, quand on n'était pas encore catcheur et on se connaissait, un jour, il m'a envoyé un lien. Il me fait regarde cette promotion, elle s'appelle la Chikara et c'est fun et tout. Et je commence à regarder et en fait en regardant ça je tombe sur une vidéo et qui est toujours sur YouTube et que je conseille à tout le monde qui s'appelle Mike Quackenbush is a rudo to the bone. Et en fait c'est le début d'un match entre Mike Quackenbush qui était du coup l'entraîneur promoteur de la Chikara et un catcheur qui s'appelle Shane Hawk qui du coup des années après est responsable pour mon booking à IWS, donc c'est marrant comme le monde est fait. Et en fait, c'est un début de match exclusivement comédie, mais vraiment vraiment bien fait, tu vois. Et je me rappelle de voir ça et de faire, ok, je suis nul en sport, j'ai toujours été nul en sport, je pèse 50 kilos à tout péter, jamais je pourrais être un catcheur sérieux, mais ça là, faire marrer les gens, ça je peux le faire. Et c'est ça qui m'a vraiment fait me dire, c'est cette vidéo qui m'a vraiment fait dire, je peux faire du catch. Et après du coup j'ai commencé à regarder plus Chikara, et j'ai découvert du coup Chuck Taylor.
Puis, et après, on m'a fait, ah, si t'aimes bien Chuck Taylor, tu devrais regarder Colt Cabana. Et j'ai regardé Colt Cabana et je suis tombé amoureux. Genre, les Colt Cabana est incroyable. Et les gens qui sont pas d'accord avec ça, ils savent pas, ils ont jamais regardé du Colt Cabana. Parce que Colt Cabana est incroyable. J'adore Colt Cabana. Et du coup, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est les gars qui m'ont donné envie de faire du catch. Après, je me suis beaucoup inspiré aussi de vieux catcheurs anglais. Les Johnny Saint, les Johnny Kidd, qui d'ailleurs ont beaucoup inspiré Colt Cabana aussi, mais du coup, qui m'ont aussi beaucoup inspiré moi. J'ai eu d'ailleurs la chance de faire un séminaire avec Johnny Kidd. Ça m'a... du coup, ouais, ça c'est vraiment... Et oui, exactement, le Chuck Taylor contre Achille Balpec, incroyable aussi. Regardez ce match, c'est vraiment trop bien. Mais du coup, c'est vraiment... Voilà, mais, en fait, si vraiment, si tu me demandes qui sont mes catcheurs préférés, bon, genre il y a Colt Cabana et tout, mais vraiment, genre si tu me dis vraiment all-time tes catcheurs préférés, c'est Rey Mysterio et Ultimo Dragon qui sont genre top 1 ensemble, tu vois. Donc rien à voir avec ce que je fais, d'accord, et j'en ai complètement conscience. Mais si tu me demandes vraiment les catcheurs dont je me suis inspiré et les gens qui m'ont donné envie de faire du catch, Colt Cabana, Chuck Taylor, Shane Hawk, Johnny Saint, Johnny Kidd. Mais après, c'est souvent comme ça en fait. T'as genre le catcheur qui t'a donné envie d'aimer le catch et de pousser à fond le truc. Puis après, quand tu creuses, t'as les mecs dont le style tu vas accrocher et tu vas creuser ce qu'ils font. Et finalement, quand tu vas commencer, tu vas prendre la moitié de leur move. Et avant, peu à peu, tu commences à te construire vraiment. Ouais, non. Moi, je regarde mes premiers matchs et genre, j'essaie de faire du Colt Cabana en fait. Et ça fait un peu, c'est rigolo. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça, d'ailleurs, c'est une belle histoire. Genre, dans un de mes premiers matchs, peut-être genre 5e ou 6e match, je fais un spot en fait que j'ai volé à Player Uno, du coup à Evil Uno. Il le fait toujours d'ailleurs, c'est en fait il attrape la jambe de son adversaire et il la lance et l'arbitre l'attrape genre par réflexe et tu mets un neck breaker au mec. Et du coup j'ai fait ça en fait et j'avais posté quand j'ai su que j'allais catcher contre Evil Uno, j'ai posté en fait le gif de ça. Et du coup quand je suis arrivé au Canada, voilà, on va casser un peu le kayfabe, les gens, le catch c'est pas vrai. Quand je suis arrivé au Canada, du coup j'étais en train de parler du match avec Evil Uno, puis il me fait et si toi tu me faisais le truc de la jambe et genre moi j'étais genre très sérieux. Oui bien sûr monsieur, ce que vous voulez. À l'intérieur j'étais là putain. La prise que je lui ai volée et il me demande de lui faire à lui-même, tu vois. Genre j'étais Long time story. grand souvenir. Ouais, grand souvenir et j'oublierai jamais ça, tu vois. C'est drôle de le faire à deux en même temps, mais est-ce que ça aurait été possible? Bah ouais non parce qu'après tu peux pas faire le neck breaker. Il y a pas assez d'arbitres sur le ring. Ouais c'est ça, c'est l'arbitre qui te fait le neck breaker aux deux. Ouais. Mais ouais, j'imagine le moment que ça a dû être vraiment les étoiles dans les yeux. Ouais non vraiment. Bref, et je vois que l'heure défile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Parce qu'on va pas tarder à conclure l'émission, je pense. En tout cas, ce fut un plaisir de parler de tout ça avec toi. Donc tu disais tes objectifs pour l'année à venir, c'est un peu plus l'étranger, un peu plus caché, des objectifs un peu généraux que tu vises. Ouais, je suis pas vraiment le mec qui a... Enfin, je me suis jamais vraiment fixé des objectifs en fait. Mes objectifs en fait, c'est bizarre, mais en fait, ce que j'avais envie de faire dans le catch, je l'ai fait. C'est un peu triste des fois de se dire ça parce que je suis quand même jeune, j'ai même pas 30 ans encore. Mais c'est vrai en fait. Quand j'ai commencé, je voulais faire un match de catch. Une fois que j'ai fait un match de catch, je voulais en faire 100. Et du coup l'année dernière j'en ai fait 100. Non, cette année j'en ai fait... Ouais, en 2023 je suis arrivé au 100. Et du coup, et après il restait qu'un seul truc, c'est j'ai envie de gagner un titre. Et j'ai jamais gagné de titre. Donc c'est le seul truc qui reste en vrai. Mais... Eh bah tu crées ton propre titre à la WSFF. Et ça c'est un truc que je le dis, et ça je le dis à tout le monde. Je promets, bon ça c'est un peu un spoiler, mais bon c'est pas vraiment un spoiler parce que je vais jamais me mettre dans les matchs pour le titre du coup. Mais je le dis,
mon premier titre sera pas un titre WrestleFest. Je refuse. Et je l'ai dit à tout le monde et je continue à le dire. Mon premier titre, il me sera donné par une promotion. Genre, je me le donnerai pas à moi-même. Et moi, Le deuxième, le troisième. je pense que t'es pas un vrai promoteur du coup. T'es pas un Ouais, vrai non, promoteur, je donc tu te qualifies pas pour un titre. Tu sais quoi? Je vais profiter de ton truc là et je vais faire quelqu'un qui travaille à Wrestling Stars là. Quelqu'un m'envoie un mail avec la catégorie de poids qui est considérée mi-lourd, d'accord? Et Zephy, on va se retrouver quelque part. Ok? Vas-y. Mais j'ai quelques contacts. Voilà, championnat du monde des mi-lourds là, il m'irait bien. Voilà. Le Non, mais défi est est-ce que lancé, tu Prince arriveras à Zephy. le prendre à Prince Défi? Le souci c'est que j'ai perdu du poids là, donc du coup je suis peut-être en dessous de la catégorie là, mais c'est pas grave, vas-y. Mais je pense que c'est le plus grand rêve d'un peu tout le monde dans le catch en France en général. Affronter Ouais. Zephy pour ce titre. Même pas repartir C'est avec le combien de temps titre parce qu'il que l'a? personne n'ose l'espérer. Mais déjà affronter Zephy pour ce titre. J'adore comme une fois, je crois que c'était pendant le Covid en vrai, ou juste avant le Covid, mais genre il y avait eu une grosse discussion sur le Twitter francophone sur vraiment depuis combien de temps est-ce que Zephy est champion. Et du coup, je me suis mis à... J'ai utilisé la Wayback Machine, je sais pas si vous connaissez c'est quoi la Wayback Machine. Ouais. Et du coup j'ai utilisé la Wayback Machine pour aller sur le site de la WS, genre il y a des années, et j'ai pu trouver du coup où commence le règne de Prince Zephy en fait. Euh, déjà, il a gagné le titre en 2000 à Angers, Oh, putain, je crois. Il a gagné le titre en 2000 à Angers et il l'a perdu en 2003 à Nîmes. Ça, je le connais par cœur. Ça, je l'ai appris par cœur. C'est resté engrainé là. Il l'a perdu en 2003 à Nîmes, en mai 2003, contre un mec qui s'appelle Igor Bolshoi. Et après, il a rebattu Igor Bolshoi, si je me trompe pas, en juin ou en juillet 2003. Je crois que c'est en juin. Et du coup, il l'a battu en juin 2003 et il a plus jamais perdu le titre. En juin 2004, pardon. Excuse-moi, juin 2004. Donc cette année, s'il garde son titre jusqu'en juin, il aura le titre pendant 20 ans. Voilà. Putain, s'il avait eu le premier règne, genre discontinu, le règne était plus que quoi. Ça me. Ouais. Ça me Mais voilà, la légende Zephy, l'indéboulonnable. Mais ouais, l'important, comme il dit Zaiken, l'important c'est le costume. Si on a le costume, on se sent fort après. En plus, ça fait si longtemps que je l'ai pas vu catcher Prince Zephy. En fait, c'est toujours cette chose-là. C'est toujours un peu triste de le voir catcher parce qu'il y a quand même le poids des années qui commence à se faire sentir. Mais en même temps, c'est Prince Zephy, c'est la légende. Il y a un catcheur que je connais, un catcheur international, qui du coup, quand la VS faisait beaucoup de tours, faisait beaucoup de tournées, bah, il était assez souvent sur les shows. C'est un catcheur hollandais. Et il m'avait raconté que il y avait une règle un peu implicite. En fait, personne le disait, mais c'était un peu implicite. Et c'est personne slam Flash Gordon et personne slam Zephy. Genre, ils sont vieux. Le body slam, c'est pour aucun des deux. Genre, ouais. Et apparemment, il y a un catcheur qui était pas au courant. Et il m'a raconté une histoire en fait où ils sont sur un show, genre dans une petite ville de campagne là, où quelqu'un en fait prend du coup Flash Gordon en enfourchement. Et t'as je sais pas combien de catcheurs qui sortent du backstage qui sont genre non, 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 non. Ouais. Donc ouais, voilà. Ça c'était genre en 2010, je crois, 2009-2010. Putain, c'était déjà il y a bientôt 15 ans. Ouais, ouais. Bah là, je crois qu'il catch plus Flash Gordon. Zephy, si, mais. Gordon, ça Flash fait, Gordon ça fait plus. un petit moment qu'il catche plus, ouais, qu'il est seulement, Ouais. seulement la production des spectacles. Mais Zephy, oui, Zephy, il a encore passé toute l'année 2023 à affronter Mickey Trash. Non, mais mon rêve. Je te dis, quand Zephy m'a suivi sur Instagram, j'étais réellement ému. La consécration. Genre, j'étais réellement ému. Ouais, Genre, parce que l'envers. je l'ai. Parce qu'il m'a suivi d'abord. Hein. C'est pas moi qui l'a suivi, après il m'a suivi en retour. Non, non, il m'a suivi.
Et tu l'as tué en haut, putain, c'est formidable. Ouais. Non, j'étais. Putain, ce moment où c'est toi qui follow back Zephyr, en effet, c'est. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Donc voilà. Mais voilà, sur ce petit instant, l'alarmichette, les bons moments. On va donc conclure cette émission. Merci à toi d'être venu causer de tout ça, nous parler de toi, nous Ouais, parler une de belle ce discussion. que tu fais au Portugal. Merci à vous. C'était vraiment, vraiment fun. Je me suis bien amusé. Et bien, de même, c'est un plaisir. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission, qui avez participé dans le chat. L'émission sera disponible sur YouTube d'ici ce week-end si je trouve le temps de le faire. On n'aura pas le temps de le faire. On y croit, s'il te plaît. L'émission sera sur YouTube quand j'aurai envie. C'est ça qu'il faut que tu dises. L'émission sera sur YouTube, point. Quand Mais j'aurai bon, pas de date. C'est même pas quand j'aurai le temps. C'est point. Et puis bah, merci à tous. La semaine prochaine, on fera probablement un stream qui ne sera pas un PCF parce qu'on verra bien de toute façon. Et c'est dans longtemps, c'est bien dans 7 jours. Encore merci à vous tous. Bonne soirée. Et à la prochaine fois. Au revoir. Puis des bisous et des câlins. Beaucoup.